Alors, il va être intéressant ce soir de voir comment Daniel Kem envisage donc la sexualité de l'homme nouveau. Peut-être pour commencer, ce serait intéressant de savoir comment l'homme ancien l'envisageait. Autrement dit, nous autres. Bon, premièrement, la question à savoir si l'être humain est sexué ou non, je crois qu'elle ne se pose pas. Si tu veux remplir une salle de conférence, tu fais une conférence sur la sexualité. Bon. Alors, si un extraterrestre n'est pas convaincu, on peut lui passer le tuyau. La sexualité. On dit dans un certain livre que la femme est née de l'homme, qu'elle a été créée d'une côte de l'homme. On dit dans d'autres livres de même nature que la femme, elle est là pour servir l'homme et que si elle sert l'homme d'une façon parfaite, elle aura des chances de se réincarner en homme et il n'y a que l'homme qui peut arriver à être sauvé. Bon, et ce genre d'hypothèse sur la féminité fonctionne très bien encore aujourd'hui et marche même à Montréal, dans certaines sectes. Alors c'est pourquoi j'ai choisi de naître homme. Bon, il y a l'humain, qui aussi en français peut porter le nom de homme. Il y a l'homme. Et l'homme est divisé en deux polarités, le mâle et la femelle. Là-dessus, je crois que pas un seul sexologue va oser s'objecter. Bon. Et pour le reste, la femme n'a pas été créée d'une côte. L'humain a été, ou l'humain s'est divisé en deux à un moment donné au cours de son évolution, de façon à pouvoir agir différemment. Pourquoi pensez-vous que les enfants ne sont pas sexués? Ils ont des caractères sexuels physiques, mais qui ne sont pas fonctionnels. Donc, ils n'ont pas psychologiquement, ou ils n'ont pas au niveau hormonal de sexualité. Pourquoi? Pourquoi, vers l'adolescence, la sexualité commence-t-elle à naître, faisant apparaître aussi les signes secondaires de la sexualité et donnant les caractères psychologiques, sexuels du mâle et de la femelle? Pourquoi, à partir de l'adolescence, la jeune fille peut-elle devenir mère? Pourquoi le jeune garçon peut-il devenir père? Pourquoi y a-t-il un laps de temps où les êtres humains ne peuvent pas reproduire? C'est une question qui échappe souvent aux sexologues, la présexualité. Il doit y avoir une raison qui interdit au corps physique de l'humain de pouvoir procréer avant un certain âge. Alors, certains peuvent dire c'est parce qu'ils n'ont pas psychologiquement la maturité nécessaire pour éduquer des enfants. Alors, évidemment, moi, je peux lui dire que je connais des parents de 20, 30 et 40 ans qui n'ont pas encore la maturité nécessaire pour pouvoir élever des enfants. Alors, je ne crois pas que ce soit un critère de psychologie, un critère de maturité psychologique, un critère de maturité mentale. Il y a d'autres choses. L'énergie sexuelle, on s'en sert, c'est-à-dire qu'on s'en est servi et on s'en sert encore aujourd'hui, beaucoup dans certaines formes, dans certaines techniques d'évolution. Alors, on pense que l'énergie sexuelle est une énergie permettant à l'être humain d'arriver à un contact avec un Dieu, d'arriver à un état d'esprit, le samadhi, d'arriver à une illumination. Alors, on s'est servi pendant longtemps du caractère sexuel de l'humain pour tendre à amener son caractère évolutif. D'une certaine part, on a eu le tantrisme qui, par l'exploration de l'énergie sexuelle, devait amener à la libération de la Kundalini, une énergie vitale, sacrée, c'est-à-dire placée dans le bas de la colonne vertébrale et qui devait monter, ouvrant d'autres carrefours d'énergie, d'autres chakras, au fur et à mesure de son ascension vers le cerveau, libérant l'humain de toutes les contraintes de l'évolution planétaire. Par contre, on a eu un autre phénomène au niveau de la sexualité où, au lieu de se servir de l'énergie sexuelle en l'exprimant, donc par le sexe, par parce que l'être humain appelle l'amour, par la copulation, par la reproduction, par le tantrisme, on a essayé de conserver cette énergie chez soi. La chasteté. Alors, la chasteté devait donc permettre, par l'accumulation d'énergie sexuelle chez un être humain, le contact avec une énergie supérieure, le contact avec un Dieu, le contact avec l'illumination, le contact avec quelque chose. D'une part, on a donc celui qui est chaste, d'une part, on a celui qui n'est pas chaste. Alors, on se demande souvent laquelle des deux techniques devrait fonctionner. Et pourquoi l'homme... C'est drôle comment c'est
effarant de voir qu'aujourd'hui, on n'a plus de prophètes, de vrais prophètes qu'on honore et qu'on respecte. On n'a plus de personnes qui apparemment ont le savoir. Alors, dans l'Antiquité, quelque chose est arrivé et a fait comprendre à une race, à une partie de l'humanité, que la chasteté était bénéfique. Mais aujourd'hui, on n'a plus de quelque chose, on n'a plus de choses comme ça qui fonctionnent. Une autre moitié de l'humanité s'est fait dire que le tantrisme était bénéfique. On a eu Moïse, on a eu Abraham, on a eu des personnes qui ont écrit et on vénère encore leurs écrits. Dieu les aurait contactés. Comment ça se fait que depuis déjà presque 2000 ans, on n'a plus personne qui est contacté? On n'a plus apparemment personne qui sait quoi faire avec la sexualité, qui sait quoi faire avec les lois, qui sait quelles lois écologiques ramener à l'humain, qui sait parler de Dieu, qui sait parler des mystères, qui sait démystifier. C'est intéressant à prendre conscience du fait qu'effectivement, depuis 2000 ans, on a presque pu, on a quelques personnages qui apparaissent à un moment donné, mais il faut croire que parce que le public ne les vénère pas assez, ils disparaissent aussi rapidement qu'ils sont nés. La sexualité, c'est de l'énergie vitale. Bon, ça c'est un terme. C'est un terme qu'on peut employer parce que il évite les érections masculines et ces choses-là. Si on parle d'énergie vitale, parce que c'est moins sexuel. Mais c'est la même chose. L'énergie vitale, l'énergie de la vie. Alors, cette énergie de la vie, le mâle la possède, la femelle la possède, et unis ensemble, ils ont un potentiel suffisant d'énergie de la vie, l'énergie vitale, pour pouvoir engendrer un enfant quand c'est pas 2, 3 ou 12. S'il y en a qui ne sont pas chanceux, ils ont des 12 enfants en même temps. Des pays sous-développés souvent. Alors, cette énergie vitale, quel rôle elle a chez l'humain? Est-ce qu'elle a seulement un rôle de reproduction ou est-ce qu'elle a aussi un rôle d'évolution? Si elle n'a qu'un rôle de reproduction, disons qu'elle peut avoir aussi un rôle de distraction. Bon. Hein, ça passe le temps. D'ailleurs, c'est prouvé que dans les pays où on a la télévision, il y a moins d'enfants. Et les pays où on n'a pas de télévision, ben, il y a énormément de surpopulation infantile parce que les adultes s'ennuient le soir, alors ils font l'amour. Et ça, c'est pas une farce, c'est un fait. Et pourquoi cette énergie vitale est-elle importante? J'expliquais hier à la radio, et j'ai déjà expliqué aussi en conférence, que la femme, elle avait une polarité physique réceptive. Et le mâle avait une polarité physique positive, donneur. Alors, si on regarde l'anatomie d'un homme, l'anatomie d'une femelle, eh bien, effectivement, on se rend compte que l'homme a une anatomie donneur et que la femelle a une anatomie réceptive. Le morceau du casse-tête là, qui est plus long, là, c'est l'homme qui l'a, puis le morceau du casse-tête qui est plus court, ben, c'est la femme. Alors, c'est donneur, récepteur, et ça s'imbrique bien. Bon. Alors, jusque-là, ça va. Vitalement, au niveau de l'énergie de la vie, qui est aussi connue par les acupuncteurs, yin-yang et hominal, une autre énergie, une autre expression de l'énergie de la vie qui va être découverte d'ici très peu. Vitalement, la femme, elle est donneuse. Et physiquement, elle est réceptive. Et vitalement, le mâle, il est récepteur. Et physiquement, il est donneur. Alors, cela veut dire que la femme donnant la vie va être le véhicule biologique qui va posséder une matrice pour pouvoir engendrer un fœtus, par la suite un bébé. Elle va donner la vie. Elle pourra engendrer la vie chez elle. Elle a suffisamment de potentiel vital pour pouvoir nourrir une autre vie chez elle, dans son corps. Et c'est pourquoi aussi la femme a une longévité plus grande que celle de l'homme, parce qu'elle a plus de potentiel d'énergie vitale. Et le mâle meurt plus rapidement. Elle a aussi beaucoup plus de résistance. Il n'y a qu'à voir ma belle-mère. Résistance pathologique, oui, ça c'est sûr, oui. Mais résistance au niveau des maladies, résistance pathologique, résistance nerveuse, etc., etc., etc. La femme, elle n'a pas besoin d'autant de musculature que l'homme pour arriver à dégager presque autant de force que l'homme. C'est intéressant de voir comment un chemin de belle-mère ou une grand-mère amasse un enfant pour le brasser. Il y a de la poigne dans la main, même si c'est toute feluette. Tandis que le grand-père, si c'est aussi feluette, ne sera pas aussi fort. La femme, elle est donneuse, elle est positive en énergie vitale. Tandis qu'au niveau psychologique, qu'au niveau astral, le mâle est donneur. Le mâle, il a de l'orgueil, le mâle. Et ça va avec son corps physique, étant donné que la psychologie s'exprime par le corps physique. Alors le mâle, chez les animaux, c'est le même phénomène, mais parlons plus précisément de l'humain, le mâle, il a besoin de se battre. Le mâle, il a besoin d'avoir une pilosité. Le mâle, il a besoin d'être fort, d'être musclé, de sentir. Tandis que psychologiquement, la femme, elle est réceptive. Elle ne peut pas être aussi orgueilleuse que l'homme. Elle a besoin, par contre, de stimulation de son affectivité, de stimulation de sa psychologie pour pouvoir nourrir cette psychologie. Alors, le mâle, lui, il est sécure, il est puissant, tandis que la femme, elle aime avoir un homme qui est au moins aussi grand qu'elle, parce qu'une femme qui a un petit homme, aujourd'hui, ça commence. Mais dans l'Antiquité, c'était pas tellement puissant. Ça avait l'air fou.
Aujourd'hui, ça a pu l'air fou, mais l'Antiquité, ça avait l'air fou, parce que la normalité faisait que la femme était plus petite que l'homme, et souvent, l'homme devait être un peu plus âgé que la femme aussi. Alors, la femme, elle a donc besoin de la sécurité que le mâle va lui apporter, et la femme, elle a besoin de tout ce cadre d'esthétique sécuritaire psychologique pour pouvoir se sentir pleine, en plénitude. Et au niveau mental, le mâle, il est récepteur et la femme, elle est donneuse. Donc, au niveau mental, la femme, elle va regarder une maison et elle va dire, il me faudrait une fenêtre, là. Et j'aimerais avoir quelque chose de plus beau ici. Et ôte tes bottes en rentrant. Et pourquoi? Et le mâle, lui, rentre, il est récepteur mentalement. Il n'y a pas de fenêtre, puis après. Puis les bottes, ben oui, mais ça va sécher. Puis lui, il est bien là-dedans, il n'y a pas de problème. Il mange des œufs tous les jours, pas de problème. Ça va bien, il se lave pas trop souvent, pas de problème. Il met les mêmes vieilles culottes, il met les mêmes vieilles chemises déchirées, pas de problème. Tandis que la femme peut pas. La femme, elle a besoin, elle, d'une esthétique. Parce que, imaginez-vous bien que l'esthétique a été développée par la femme. Les teintures pour les cheveux, ça n'était pas les femmes en premier. Tout le mascara, toute l'esthétique du vêtement, tous les mécanismes de décoration personnelle ont été amenés par un homme, mais pour la femme. C'est la femme qui en avait besoin parce qu'elle aime se regarder et se trouver belle. Tandis que le mâle aime se regarder et se trouver supérieur au puissant. S'il se trouve beau, c'est qu'il se trouve supérieur aux femmes, c'est-à-dire qu'il a le sexe à pile, justement. Mais c'est pas le même phénomène. La femme, elle peut s'habiller jolie pour plaire à un homme, mais elle peut s'habiller jolie pour elle. Ce qui n'est pas la même chose pour l'homme. Il y a des changements qui se produisent. On va arriver à la sexualité de l'homme nouveau, donc où il y aura des femmes qui ressembleront un peu aux hommes tout en restant féminines, et où il y aura des mâles qui ressembleront aux femelles tout en restant mâles. Alors, cette énergie fait que la femme ordonne et le mâle, lui, est récepteur. Il peut mettre en pratique ce que la femme a trouvé. Alors, l'homme va inventer, l'homme va créer, l'homme va construire, assujetti par la femme, et il va par contre assujettir la femme à d'autres mécanismes où le mâle aura besoin d'être le maître dans la famille. Ça, c'est les polarités. C'est pourquoi il y a des polarités. Pourquoi y a-t-il... J'ai déjà lu dans un livre zen que l'humain était à la hauteur d'un ver de terre. C'est pas vrai, le ver de terre, il est hermaphrodite. Il n'est pas sexuel. Il se reproduit de l'humain. Alors, l'humain n'est même pas capable, n'est-ce pas? L'humain a besoin de copulence. Est-ce qu'il y a eu un jour où l'humain, non pas l'homme, non pas la femme, où l'humain n'était pas sexué, c'est-à-dire qu'il était hermaphrodite, donc bisexué, c'est-à-dire qu'il avait la possibilité de se reproduire de lui-même seul? Alors, c'est sûr que si on se fie à l'anthropologie qui essaie d'expliquer le fait de l'humain sur la planète Terre, on n'aura pas de trouvailles de cet ordre. Par contre, dans l'anthropologie, il n'y a pas un chaînon manquant, il y a plusieurs chaînons manquants. Et lorsqu'un singe est venu dire que l'homme descendait du singe, parce que ce n'est réellement pas attribuable à l'homme, parce que l'homme ne descend pas du singe. Ça, c'est une théorie de singe, c'est pas une théorie humaine. C'est l'orgueil des singes. Il manque des choses et on essaie de replacer les choses selon un casse-tête apparemment logique. Alors, je pars d'un concept. Disons que c'est un concept. L'humain, il se reproduit comme la cellule. Il n'a pas la forme que vous avez là. Parce que les cellules se reproduisent elles-mêmes, elles se divisent en deux. Ça fait deux petites cellules qui grossissent et qui se multiplient et presque éternellement. Alors, l'humain a vécu sur une terre qui porte le nom de Lémurie et qui maintenant a été presque reconnue par la science, étant donné que pour prouver dans le Pacifique que la Lémurie n'avait jamais existé, on a trouvé dans le fond de l'océan des petits osselets d'une sorte de singe, mais qui n'est pas un singe et que maintenant l'anthropologie croit être le descendant de l'humain. Et ce singe porte le nom de lémur en l'honneur de cette lémurie. Dans le fond du Pacifique, on a trouvé des ossements de singes et à ce que l'on sache, les singes ne sont pas des êtres qui vivent dans l'océan Pacifique. Ils vivent normalement dessus la Terre. À un moment donné de l'évolution de l'humain, et c'est là que la genèse de la Bible commence, l'humanité a été obligée de se scinder en deux polarités pour la simple raison que l'énergie vitale qui permettait, donc 100% de quota d'énergie vitale, cette énergie sexuelle, qui permettait à l'être humain de pouvoir se multiplier de par lui-même, l'hippocampe est hermaphrodite, et on a différents animaux encore sur la planète Terre qui sont pluricellulaires, qui ont donc des milliers de cellules et qui se reproduisent d'eux-mêmes, ils ont les deux sexualités. On a aussi ça chez les végétaux, on a des arbres ou des fleurs qui vont être hermaphrodites, donc qui ont les deux sexes, et on a par contre, comme les pommiers, comme d'autres arbres, d'autres fleurs qui ont besoin de sexe. Bon. Mais c'est les insectes qui font les incestes. Bon. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné de l'évolution de l'humain, de l'homme, de l'humain, il y avait 100% d'énergie sexuelle chez lui, ce qui lui permettait de pouvoir avoir, pondre des œufs d'ailleurs, pouvoir avoir des petits sans relation sexuelle. Mais à un moment donné de son évolution, il a fallu absolument qu'un cerveau très structuré
Donc, pas un archéocérébellum, un vieux cerveau, non pas seulement le cervelet, mais qu'un cerveau très structuré, un cerveau qui est capable de se servir de la mémoire en la structurant, un cerveau pensant, puisse naître. Et il a fallu aussi qu'un autre centre chez l'humain, le centre laryngé, le centre qui va par la suite permettre l'évolution de la parole, le verbe, puisse apparaître chez l'humain. Mais pour cela, ça demandait de la création, ça demandait donc de l'énergie de la vie, ça demandait de l'énergie créative, l'énergie vitale, d'une façon beaucoup plus dense pour permettre l'évolution de ce cerveau et de ce centre laryngé qui permet la parole. Ce qui différencie l'humain des animaux. Les animaux ne parlent pas. Certains peuvent répéter, mais n'ont pas de vocabulaire, n'ont pas de parole. Ils ont certains sons pour communiquer entre eux, mais ils n'ont pas la parole. Ce qu'il faut donc saisir, c'est que ce 100% d'énergie a dû être divisé en deux et 50% de cette énergie vitale, maintenant chez l'humain, servait à la création, à la construction de ce cerveau neuronique structuré, donc du cortex cérébral entre autres, d'une partie de l'hippocampe et d'une partie de d'autres parties du cerveau, et de ce centre laryngé qui va permettre la parole, l'expression de la pensée générée dans ce cerveau. Donc, il fallait pour que le cerveau, parce que la pensée, elle est régie par la parole, plus on parle, plus on arrive à structurer notre pensée. Alors, il fallait donc que les deux naissent en même temps. 50% de l'énergie vitale de l'homme, donc de l'humain, a été placée pour créer ce cerveau et ce centre laryngé, ce qui fait que l'humain a automatiquement été coupé de 50% de son énergie de reproduction. Alors, il devait se mettre deux pour avoir un quota 100% pour pouvoir engendrer un enfant. Cela a été la sexualisation de l'humain, créant l'homme et la femme. Lequel est supérieur? Aucun. Lequel est inférieur? Aucun. Lequel est différent? Les deux. Peuvent pas être égales, peuvent être complémentaires, peuvent pas être égales. Ils ont les mêmes probabilités d'expression au niveau mental, au niveau du travail, mais pas au niveau de l'expression biologique et de l'expression des énergies des plans inférieurs, donc du plan vital et du plan psychologique pour l'instant. Mais ils ont la même potentialité d'efficacité. La femme n'est pas moins efficace que l'homme n'est pas plus efficace que la femme, c'est faux, c'est pareil. Évidemment, ça dépend de l'éducation, ça dépend du vouloir de chacun, ça dépend de la conscience que chaque personne a d'elle-même. On a des humains, on a des hommes, des mâles qui se croient inférieurs et médiocres, et on a des femelles qui se croient inférieures et médiocres. Ça regarde l'éducation. Lorsque la femme et l'homme sont nés, donc lorsqu'ils sont apparus, ils se sont reproduits en pondant des œufs. Ils pondent encore des œufs d'ailleurs les médecins le savent très bien, parce qu'après le bébé vient la suite, n'est-ce pas? L'œuf. Le placenta. C'était donc des ovipares, ils pondaient des œufs. Ils les couvaient aussi. Bon. Et après avoir couvé des œufs, ils couvaient des pensées. Bon, peut-être qu'ils couvent plus des œufs, ils couvrent des pensées, ils couvrent des mauvaises pensées. Lorsque l'humain a poursuivi son évolution, l'œuf, l'humain, donc la femelle, elle est devenue ovovivipare, c'est-à-dire qu'elle pondait un œuf et instantanément, le bébé sortait. C'était pas un bébé comme nous autres, on n'était plus à quatre pattes que debout. Et lorsque l'humain, la femelle a continué son évolution, elle a fini par faire sortir le bébé avant de faire sortir l'œuf. Donc l'œuf n'a plus la résistance d'une coquille conventionnelle, c'est le placenta. L'évolution du fœtus dans la matrice humaine ressemble à l'évolution du fœtus dans presque tous les animaux. Parce que le fœtus de l'humain dans la femme refait, pour pouvoir naître, l'évolution complète de la génération humaine sur le plan planétaire. Alors il passe de l'unicellulaire, une cellule, il se divise, il se structure, et ça prend 9 mois de gestation, et par la suite, la programmation neuronique n'est pas faite, et l'apprentissage du langage n'est pas fait chez l'enfant, et d'ailleurs les pédiatres savent très bien aujourd'hui qu'un enfant qui n'a pas appris le langage avant 3 ou 5 ans ne pourra sans doute jamais parler. Parce que la structuration neuronique n'aura pas été complétée. De la naissance, ou plus, si vous préférez, de la procréation, donc, lorsque le spermatozoïde, lorsque 50% de l'énergie vitale du mâle rencontre 50% de l'énergie vitale de la femelle, il y aura une évolution qui va être surtout poussée au niveau cérébral et laryngé. Alors, on aura donc un fœtus avec une immense tête. Et il conservera son immense tête longtemps parce que cette tête qui va donc posséder le cerveau devra être construite là où il y a le plus d'énergie vitale et c'est pourquoi le bébé naît avec une grosse tête et un petit corps. La tête de l'enfant ne grandit presque pas comparativement à tout le reste du corps. Lorsque l'enfant, une fois venu au monde, vieillit, il ne peut pas être sexuel parce que presque 100% de son énergie est conservée pour la finalisation de la programmation neuronique, pour lui donner un cerveau qui va être aussi évolué que sa lignée génétique et pour lui permettre de découvrir le langage et lui permettre de raffiner son centre laryngé pour pouvoir parler, communiquer sa pensée. Rendu vers 12 ou 13 ou 14 ou 15 ans ou 11, de façon plus ça va aller, plus l'adolescence va être précoce, ça va reculer.
Et là, rendu à un certain laps de temps où génétiquement, tout l'être humain constitué tel qu'il devrait l'être, il devient sexuel, c'est-à-dire que ce 100% d'énergie, maintenant, est divisé en deux. Alors, là-dedans, à la crise de l'adolescence, l'adolescent perd de l'énergie. Il se trouve plus. Il change biologiquement, ce qui crée chez lui une nouvelle expérience énergétique, et il devient sexué, et là, il y a des crises de pensée, il change radicalement, c'est normal, parce que le cerveau voit une baisse du potentiel vital, et par contre, ce potentiel baissé s'en va au niveau de la faculté reproductive de l'humain, et il devient sexué. Alors, c'est pourquoi il n'y a pas de sexualité avant la puberté. Ça, c'est régi par la glande pinéale, mais disons que c'est autre chose. Le mâle a besoin de l'énergie vitale de la femelle pour pouvoir réaugmenter sa qualité astrale, sa qualité psychologique. Le mâle, l'homme, le mâle, il est au niveau psychologique d'honneur, mais cette énergie psychologique, cette énergie de mâle, de puissance, de courez-moi après, je vous en prie, cette énergie, il doit la nourrir. Et pour la nourrir, il doit prendre cette énergie qui va nourrir sa psychologie dans son plan vital, qui est le plan le plus inférieur après la psychologie, et il est récepteur au niveau vital, il n'a pas suffisamment d'énergie vitale, ce qui pousse le mâle, pour se sentir mâle, à devoir avoir des relations sexuelles constantes avec la femelle. Tandis, au niveau de l'être ancien, évidemment. Tandis que la femme ancienne, elle a besoin de l'affection du mâle, et elle pourra donc créer un échange entre les deux, et il y a un danger, et la femme d'ailleurs s'est servi longtemps de ce piège pour le mâle, c'est que lorsqu'elle a un enfant, elle est capable maintenant d'aimer l'enfant et d'avoir une relation d'amour avec l'enfant, ce qui fait qu'elle n'a plus besoin du bonhomme. Bon. Alors, il y a beaucoup de mâles, les capitaines, etc., qui font des enfants aux femmes, puis après ça, ils peuvent les laisser là. Quand ils reviennent une fois par année, la femme est contente, il n'y a pas de problème, ils ont des enfants, ils s'occupent. De moins en moins comme ça, mais ça l'a été comme ça longtemps. On parle de l'être ancien. C'est encore comme ça dans certains pays, évidemment, parce que les 3/4 de la planète sont relativement retardés au niveau industriel, au niveau psychologique, au niveau de l'expérience humaine et au niveau de tout ce tralala. Donc, généralement, l'homme, le mâle, il a besoin de son énergie vitale pour pouvoir dynamiser sa psychologie, ce qui oblige le mâle à toujours devoir se sentir puissant chez les femmes. Alors le mâle doit donc décider comment on danse, hein, c'est lui qui mène le jeu. Le mâle doit décider les sorties, le mâle c'est lui qu'on présente lorsqu'on présente monsieur et madame. Et le mâle va donc, en échange de tout ce pouvoir sur la femme, lui donner un faux pouvoir, c'est-à-dire lui donner de l'affection. Alors, à l'époque, n'est-ce pas, on aidait les femmes à sortir d'une auto, on donnait la place assise aux femmes, on leur donnait tout cette esthétique de l'affection, la politesse, sort pas ce soir, mais on est poli. La femme ne peut pas s'instruire, il fallait qu'elle s'occupe de la maison, mais on était poli. Et la femme, elle acceptait de labourer pour l'homme dans la maison, donc de faire un labeur du tonnerre dans la maison pour l'homme, de s'occuper des enfants, mais ça, c'était pas trop pire parce qu'elle avait un échange d'amour, d'affection avec les enfants. Alors, c'était pas trop pire. Mais elle acceptait d'être la servante du mâle parce qu'en échange, le mâle lui donnait ce qu'elle recherchait, elle, la politesse, la complaisance, les fleurs, les petits cadeaux de temps en temps, la petite sortie une fois par mois, des choses comme ça, le gros chapeau plein de fleurs. La femme, elle aimait se trouver belle, alors l'homme lui achetait de temps en temps des petites choses comme ça. Il y a eu des campagnes où on échangeait le chapeau, hein, entre mâles, puis ça. Je vais vendre ton chapeau, moi, en acheter un autre. Ben, Kadek, il allait, il donnait au bonhomme, prenait l'autre. Tiens. Puis là, il arrivait à la messe le dimanche, puis crime, il y a un chapeau comme le mien, puis il y a un chapeau. Ça marchait quand il y a beaucoup de monde. Alors, ce qui fait que la sexualité de l'être ancien, elle a toujours été régie par son plan vital, qui a une correspondance hormonale, évidemment. Et le mâle n'a jamais su dominer sa structure d'expression au niveau. S'il ne devient pas fou, il risque d'entrer en contact, il risque d'avoir une illumination. Pourquoi? Parce que son énergie sexuelle, son énergie vitale, la conservant totalement, il va créer chez lui une espèce de réservoir d'énergie vitale et qui, à un moment donné, va être suffisamment plein pour commencer à couler et à relancer la restructuration neuronique, donc à réénergiser le cerveau, ce qui normalement permet à un corps physique en bon état de pouvoir avoir une augmentation au niveau énergétique, donc de pouvoir voir chez lui une mutation neuronique
la recréation ou la naissance d'un cerveau différent du cerveau du reste de l'humanité, ce qui normalement lui permettra d'entrer en contact avec des sphères supérieures ou avec un Dieu, et cela devrait lui permettre d'avoir des illuminations, donc une sagesse instantanée, un savoir non expérimenté qui ne vient pas de l'expérience de l'humain, mais qui lui permettrait de comprendre ce qui se passe comme expérience de l'humain. La chasteté créatrice. De l'autre côté, on a le tantrisme, qui est une forme d'évolution qui privilégie surtout le mâle sur la femelle. La femelle n'évolue presque pas au niveau du tantrisme, sinon pas du tout, tandis que le mâle peut évoluer au niveau du tantrisme. La femelle évolue en étant chaste, le mâle évolue en étant chaste. Rassurez-vous, c'est plus tellement nécessaire aujourd'hui. Là, je donnais le principe de pourquoi ça fonctionnait comme ça. Au niveau du tantrisme, lorsque le mâle a une relation sexuelle, il est capable, lorsqu'il a éjaculation, il émet une grande partie de sa propre vie à l'extérieur de lui, ce qui baisse énormément son potentiel d'énergie vitale. C'est pourquoi le mâle est souvent fatigué, veut dormir, il est plus dans le train, il est... Tandis que la femme, elle est pépée, souvent, n'est-ce pas? Le mâle, lorsqu'il a donc rejeté une partie de sa vie à l'extérieur, partie de sa vie qu'il devra régénérer, parce que s'il poursuit inlassablement, il va vieillir beaucoup plus rapidement. Lorsqu'il a éjecté donc une partie de sa vie à l'extérieur de lui, son quota d'énergie vitale diminue, et comme son potentiel psychologique, son ego s'appuie pour vivre, pour être énergisé sur son plan vital, le plan vital étant diminué en énergie, celui-ci va absorber une grosse partie de l'ego. Alors, lorsqu'il a fait une relation sexuelle, le mâle, il pense plus à ses problèmes, il n'y a plus de problème, psychologiquement, il est neutre, il descend, il perd en énergie, et c'est là que le tantrisme intervient. Le tantrisme, c'est d'essayer d'arriver à, pour le mâle surtout, d'arriver à une extase sexuelle qui lui permet presque de stimuler l'éjection de sa vie à l'extérieur, mais par rétention d'éjaculation, cette vie qui est maintenant sortie du réservoir et qui ne sort pas de l'homme devrait donc grimper sur le long de la colonne vertébrale, mais vu que cette énergie est sortie du réservoir, il engouffre quand même l'ego. Engouffrant l'ego, donc la psychologie et la mémoire de ce mâle, cet ego baissé libère le mental de l'humain et l'énergie sexuelle qui n'a pas été éjaculée mais qui est maintenant libérée dans le corps de l'homme au niveau vital va grimper sur le long de la colonne vertébrale pour aller rejoindre le cerveau. Cerveau qui n'est plus coloré par la psychologie, par l'émotion, par les peurs, les craintes, les désirs astrales de l'homme, parce que l'ego vient de s'engouffrer dans le manque d'énergie vitale au niveau du réservoir. Le mental se voit énergisé d'une façon extrêmement presque parfaite, ce qui normalement permet à cet être humain d'entrer lui aussi en contact avec les sphères divines, ou avec les mystères, ou avec une énergie intelligente. Dans la chasteté, ça prend du temps. Dans le tantrisme, ça peut aller rapidement, sauf que ça s'est déjà vu des êtres humains qui sont devenus fous par la pratique du tantrisme. Des mâles. Parce que lorsque le cerveau n'est pas suffisamment prêt à ce contact, qu'il y a un contact, les neurones brûlent. C'est-à-dire qu'il y a trop d'énergie et ça ne fonctionne plus. Lorsque, dans les religions, on dit que lorsque si l'homme regarde Dieu en face, il devient aveugle et il meurt. Dans la Bible, on le dit, dans le Coran, on le dit, dans le Talmud, on le dit, dans la Bhagavad Gita, on le dit, dans d'autres livres, on le dit. C'est ce qu'on veut exprimer. Lorsqu'on dit qu'une vérité n'est pas toujours bonne à savoir, alors à un moment donné, quelqu'un arrive, il brise une forme chez quelqu'un. Et cette personne, elle ne peut plus vivre, elle se recherche, c'est ça. Elle a simplement eu une énergie qu'elle ne pouvait pas assimiler. Alors, lorsqu'on rentre en contact avec une conscience qui est instantanée, avec une conscience qui est planétaire, sinon galactique, et que l'être humain est habitué à avoir une conscience très localisée chez lui, bien évidemment, s'il n'est pas prêt à ça, il a des maudits problèmes. Alors, le tantrisme servait donc l'évolution parce qu'il amenait le mécanisme que j'ai expliqué, et la chasteté servait aussi l'évolution de l'humain pour d'autres raisons. Cette énergie vitale, cette sexualité, elle a donc un phénomène, un potentiel évolutif chez l'humain, parce que c'est elle qui permet la structuration neuronique. Lorsqu'on a un coup sur la tête, faites-vous-en pas, moi j'en ai pas eu. Lorsqu'on a un coup sur la tête suffisamment puissant, qu'on a des neurones qui sont détruites. La médecine pense souvent que les neurones, donc le neurone, la cellule cérébrale, lorsqu'elle meurt, elle ne peut pas se reproduire. Ce neurone peut se reproduire, mais il se reproduit extrêmement lentement parce qu'il a besoin, pour se reproduire, d'extrêmement d'énergie vitale, de beaucoup d'énergie vitale.
Tandis que les cellules cicatricielles, les cellules qui normalement cicatrisent les coupures de la peau, n'ont pas besoin d'autant d'énergie vitale. Et au niveau du cerveau, lorsqu'il y a une rupture, donc une mortalité neuronique, suite à une thrombose cérébrale, suite à un accident, suite à des choses comme ça, les neurones essaient de se reproduire, mais elles sont largement devancées par le tissu cicatriciel, ce qui fait que normalement, la personne ne parvient pas à réavoir sa neuronique normale. Quoique le cerveau, même endommagé, peut restructurer une programmation nouvelle pour pouvoir ramener l'apparence expressive de l'intégrité physique de la personne avant son accident, les cellules mortes n'ont pas le privilège de se reproduire parce qu'elles n'en ont pas le temps. Alors, il y aura donc des moyens biologiques, d'ici peu qu'on va mettre au point, qui vont permettre une énergisation favorable des neurones pour permettre justement la prolifération réparatrice des neurones pour pouvoir aller à l'encontre de la vitesse des cellules cicatricielles. Alors, tout ça, c'est un cours très intéressant, n'est-ce pas? Mais qui ne répond pas maintenant à l'attente de ce qu'est la sexualité de l'homme nouveau, de l'humain nouveau, de l'homme nouveau, de la femme et de l'homme nouveau, de l'homme femme, de la femelle et du mâle nouveau. De quelle façon ça va fonctionner? Il y a beaucoup de femmes qui disent qu'ils ont hâte qu'ils comprennent l'idée des deux polarités de M. Drolet, enfin que lui a amené en premier, c'est pas les deux polarités de M. Drolet, c'est les deux polarités de l'être humain, mais que lui a amené en premier, au niveau public. Et ils disent comprendre, mais ils ont hâte que le mâle finisse par devenir une personne qui va aimer. Comment dire, ils n'ont rien compris. Ils ont compris leur partie, mais ils n'ont pas compris la partie du mâle. Et il y a des hommes, évidemment, qui ne peuvent pas comprendre ce mécanisme de la relation sexuelle. La sexualité, ce n'est pas simplement au niveau physique, ce n'est pas simplement au niveau vital, ça se fait aussi au niveau psychologique. La femme le fait au niveau psychologique et physique, et l'homme le fait au niveau vital et physique. Comment cette sexualité, comment ce service sexuel va-t-il être vécu par l'homme nouveau, par la femme nouvelle, et comment est-il déjà en train de transparaître à l'échelle psychologique de l'humain? Premièrement, certaines femmes vont commencer, il n'y a pas deux dimensions, il y a trois dimensions au niveau de l'homme nouveau. Il y a les deux dimensions primaires qui vont être largement colorées et atténuées par la troisième dimension, celle de la conscience intelligente des mécanismes inférieurs, celle de l'amour intelligent. Lorsque la femelle devient intelligente par l'amour ou devient amoureuse par intelligence, et lorsque le mâle devient amoureux par intelligence, ces deux mécanismes, cette troisième dimension de la sexualité, parce qu'il y aura aussi une sexualité au niveau de l'amour intelligent, vont extrêmement atténuer les mécanismes qui ont obligé la femelle à avoir des enfants et à fonctionner par amour pour pouvoir aimer les enfants de façon à le laver le derrière, à leur changer les couches, à leur donner le biberon sinon le sein, à les entendre crier et à les garder en vie. Parce qu'il y a beaucoup plus de mâles qu'ils auraient tirés par la fenêtre des enfants que de femelles. Tandis que si le mâle aurait été aussi psychologique que la femelle, le mâle n'aurait pas voulu de relations sexuelles, il aurait voulu juste du flattage avec la femelle, et il n'y aurait pas eu de procréation infantile. Le mâle a donc été régi par une polarité, par une force qui l'obligeait à la relation sexuelle, parce que la femelle ne lui tentait pas trop. Tandis que le mâle, lui, n'aimait pas suffisamment, tandis que la femelle aimait, parce que le mâle obligeait la gestation d'un enfant chez la femme, et la femme l'aimait. Parce que si les deux auraient été en amour, il n'y aurait pas eu de relation sexuelle, donc pas d'enfants. Si les deux auraient été sexuels, il aurait fait plein d'enfants, mais les enfants, il n'aurait pas su quoi faire avec. Donc, c'est intelligent que la femme et l'homme fonctionnent comme ils ont fonctionné. Maintenant, il faut comprendre le mécanisme qui différencie les polarités sexuelles de l'homme et de la femme. Dans le mental de l'homme, dans le mental de la femme, il y a maintenant quelque chose de neuf qui tend à apparaître. Il se trouve que l'évolution rapide de tout ce qui a amené à distraire la psychologie de la femme et de l'homme, donc la technologie, a obligé l'homme et la femme à avoir de moins en moins de relations sexuelles, et elle a aussi obligé l'homme et la femme à découvrir des mécanismes pour empêcher la naissance. Lorsqu'on a découvert des mécanismes
pour empêcher la procréation chez la femme, on a fait un pas majeur dans l'évolution de la femme. On a fait un pas majeur, non pas en libérant la femme de tout le travail qu'elle a dans l'éducation d'un enfant, non. Mais c'est qu'on a permis à la femme, enfin, de rester chaste, même en ayant des relations sexuelles. Tandis que le mâle ne peut pas être chaste par la relation sexuelle. La femme, oui. Lorsque la femme a une relation sexuelle, elle ne perd pas d'énergie vitale. Mais lorsqu'elle a un fœtus chez elle, pendant 9 mois de temps, elle perd autant d'énergie vitale que l'homme en perd dans 25 000 relations sexuelles presque au cours de sa vie. Alors la femme perd énormément d'énergie vitale lorsqu'elle doit porter un enfant. Alors lorsque la femme, elle a pu commencer à avoir accès à des moyens de contraception, elle a cessé de servir l'évolution du mâle. Le mâle évoluait pour la femme aussi, c'est l'évolution de l'humanité, mais elle a pu commencer à se développer, elle, ce qui, à un moment donné, l'a lancée dans cette libération de la femme, qui était impossible avant, parce que la femme n'avait pas suffisamment d'énergie vitale pour lui permettre un développement neuronique, donc cérébral, suffisamment puissant et énergisé pour comprendre son statut d'infériorité évolutif par rapport à l'homme. Lorsque le mâle a été tenu d'entendre broyer, lorsqu'il a inventé la pilule, lorsqu'il a inventé des moyens de contraception avant la pilule, cela a permis au mâle de continuer à s'amuser, mais cela a libéré la femme de l'assujettissement des 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 enfants. Permettant donc à la femme d'avoir, premièrement, du temps pour elle, mais surtout d'avoir de l'énergie vitale suffisamment chez elle pour pouvoir devenir l'égal mental de l'homme. L'homme nouveau n'a plus besoin de relations sexuelles à tout prix comme l'homme ancien. Et la femme nouvelle n'a plus besoin d'affection à tout prix comme la femme ancienne. La femme nouvelle, elle devient nouvelle sexuellement, c'est-à-dire qu'elle est capable maintenant de se prendre en main. Alors elle est capable de faire des affaires. Elle est capable de vivre une vie coordonnée. Elle est capable de dire, moi, une relation sexuelle de temps en temps, ça me plaît, mais je ne veux pas me marier, je ne veux pas rester qu'un homme. La femme ne peut pas faire ça avant. La femme devait avoir un homme et des enfants. Parce qu'elle n'avait pas de l'homme, ce qu'elle recherchait, alors elle devait aussi avoir des enfants. Une vie pleine pour une femme, il n'y a pas tellement longtemps, était un mari et des enfants, c'était une famille. Elle en avait besoin. Pour bien paraître, l'homme pouvait aussi avoir le même phénomène, mais pas par attraction psychologique. Au niveau affectif, par attraction psychologique au niveau de l'orgueil. Lorsque la femme a été libérée de cette perte d'énergie vitale de gestation et qu'elle est devenue mentalement l'égale de l'homme, c'est-à-dire qu'elle est devenue mentalement polarisée presque similairement à l'homme, la femme est maintenant capable d'avoir une idée, de la mettre en application. Elle n'a plus toujours besoin de l'homme, du mâle. Mais le mâle est maintenant capable de créer. Parce que lui aussi, par cette évolution génétique, par cette évolution énergétique on pourrait dire, le mâle en arrive à pouvoir lui aussi penser qu'une maison pourrait être belle. Penser à laver l'auto, mais pas parce qu'il adore l'auto au nom de sa femme ou plus que sa femme, parce que c'est propre, ça devient plaisant. Penser à s'habiller lui aussi convenablement pour pouvoir simplement vivre comme ça, comme la femme. Le mâle, de plus en plus, commence à aimer juste à être esthétiquement en harmonie vibratoire avec lui, ce que la femme a toujours eu. Le mâle va de plus en plus perdre l'attrait sexuel et la femelle va de plus en plus perdre l'attrait psychologique affectif et les deux entités vont devenir de plus en plus indépendants, limitatifs l'un de l'autre. Cela veut dire que très prochainement, il y a déjà des couples que je connais qui sont dans cette voie. On aura une femme qui va vivre avec un homme. L'homme ne vivra pas pour le physique de la femme ne vivra pas avec l'homme pour le caractère sécuritaire ou affectif de l'homme. Ils vont vivre ensemble parce qu'ils vont être reliés au niveau mental, c'est-à-dire parce que les deux ensemble, énergétiquement, se plaisent. Cela veut dire que la femme, elle rentre dans la maison et elle s'assoit à côté du bonhomme. Ils disent rien, ils sont bien. Chez l'être ancien, et la femme doit se faire embrasser, le bonhomme doit la tripoter un peu, elle aime ça un peu parce qu'elle sent la sécurité, le bonhomme vient tripoter un peu parce qu'il sent que c'est sa possession. Puis là, ça peut aller. Et s'il n'y a pas assez d'affection, la femme crie, s'il n'y a pas assez de sexualité, le bonhomme crie, etc., etc. La femme n'aura pas autant de plaisir dans la sexualité s'il n'y a pas de contact et que l'homme masturbe, disons, la femme pour qu'elle arrive à une extase. La femme n'aimera pas trop ça, mais l'homme se complète très bien, lui, à se faire masturber, arriver, puis après son dort. Parce qu'il y a une différence de polarité, mais de plus en plus, il y aura un ajustement entre le mâle et la femelle, où le mâle va presque redevenir égal
chez lui, donc il aura suffisamment d'énergie vitale pour ne plus en rechercher autant au niveau de la femme, et la femme aura suffisamment d'énergie psychologique pour ne plus en rechercher autant. Alors les deux rentrent dans la maison, le bonhomme peut changer les couches du petit, ça ne le dérange plus, il se sent plus inférieur à la femelle parce qu'il est maintenant comblé vitalement et il n'a plus cet assujettissement de l'orgueil à vouloir faire à tout prix de lui une attraction pour les femmes. Alors, il y aura de plus en plus d'hommes qui vont se promener, qui ne sont pas habillés pour attirer la femelle. Et il y aura de plus en plus de femmes qui ne feront pas le jeu de l'homme pour avoir l'affectivité, l'affection de l'homme. Qu'est-ce que c'est que l'amour mental? Comment un être humain, un homme et une femme peuvent-ils arriver à s'asseoir l'un à côté de l'autre, à rien se dire, à s'aimer, et à arriver à une extase qui dépasse l'extase sexuelle traditionnelle, biologique, vitale et hormonale de l'homme ancien. La femme s'assoit sur son balcon, le bonhomme s'assoit à côté, puis il regarde les oiseaux, puis il regarde dehors, puis ils ont du fun. Certains vont dire, si je comprends bien, l'homme nouveau et la femme nouvelle, c'est deux vieux. C'est presque ça. C'est presque ça. Petit vieux s'assoit, petite vieille s'assoit, regarde dehors, il se berce. Certains qui ont une évolution particulière jasent de tout, mais d'autres ne jasent de rien. Ils sont bien. Ils s'aiment. Ils rentrent dans la maison, puis ils s'aiment, comme ils ne sont jamais aimés. Alors on leur demande, oui, mais est-ce que vous faites l'amour encore souvent ensemble? Moi, je me mets une pause depuis 20 ans, lui, son autre pause depuis 10 ans. Tu sais, non, on regarde des vues des fois, mais... Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait? Mais non, on rentre, on s'assoit, elle me fait manger, des fois il me rend un petit service, puis non, tout va bien. On s'aime. Mais comment vous pouvez vous aimer? Ton petit vieux t'écurue certainement pas, il a de la misère à se tenir debout. Puis ta bonne femme, elle t'amène certainement pas du sexe, elle n'en a plus, puis toi non plus. Les piles sont à plat, puis tout le reste. Alors comment ça se fait que vous pouvez vous aimer rendu à cet âge-là? Savez-vous pourquoi ils peuvent s'aimer? Parce qu'il a eu sa ménopause et parce qu'il a eu son andropause. Voilà pourquoi ils peuvent s'aimer. Parce que maintenant, la reproductibilité étant bloquée dans leur biologie, maintenant toute leur énergie vitale monte vers leur cerveau, ce qui leur permet une atteinte énergétique mentale qu'ils n'ont jamais pu avoir, ce qui les met maintenant en résonance avec la vie. Alors, les personnes qui sont supposément âgées, parce que l'homme ancien a créé, lui, l'âge d'or, puis l'âge d'airain, puis l'âge d'uranium, puis je sais plus quoi, là, au niveau d'évolution des personnes âgées, et là, il appelle ça l'âge d'or, l'âge peut-être le plus plate dans notre société, et il pense qu'une fois qu'une personne a atteint l'âge d'or, c'est fini. L'évolution, là, oublie ça. Ah, puis tu te réincarneras peut-être si ça marche, ou encore tu iras au paradis si t'as bien fait, ou on ne le sait pas, mais c'est fini. C'est faux. C'est faux. L'andropause amène l'homme à un statut évolutif qu'il n'a jamais connu lorsqu'il était reproducteur. Et la ménopause permet à la femme, elle aura d'ailleurs une ménopause avant l'humain, parce qu'elle risque par l'enfantement de perdre plus d'énergie vitale que le mâle, non pas avant l'humain, et le mâle peut avoir une andropause plus loin. Il ne porte pas l'enfant à 9 mois de temps, lui. Il a un peu plus d'énergie vitale. Mais quand cette ménopause et cette andropause sont arrivées, ils ont la paix. Évidemment, c'est une espèce d'adolescence à l'envers, rétrograde. Il faudra que la femme s'adapte. Il faudra que le mâle s'adapte. Mais lorsqu'ils sont adaptés, s'ils n'ont pas été éduqués maladivement, pathologiquement, reprogrammés d'une façon tout croche, alors ils pourront s'aimer mentalement. Alors ils pourront jouir de la vie ensemble sans qu'il y ait tout le mécanisme sexuel de l'être ancien. Alors sachez que, effectivement, la sexualité mentale se rapproche de ce que vit une personne âgée avec une autre personne âgée. Et normalement, la structure d'éducation fait qu'on pense que lorsqu'on a vécu notre ménopause, notre andropause, on est fini. On peut plus se reproduire, on peut plus penser bien. À un moment donné, là, ça se désagrège à l'intérieur, puis on finit par avoir des problèmes de gestion physique, des problèmes de gestion psychologique, des problèmes de gestion d'affaires, on finit par être radoteux, on finit par, etc. Ça, c'est l'éducation qui amène la personne âgée comme ça. Premièrement, il peut y avoir un manque d'énergie vitale qui va créer les maladies style d'Alzheimer et d'autres phénomènes pathologiques. La majorité des personnes âgées qui finissent par perdre la tête sont des personnes âgées qui ont des problèmes physiques.
et l'énergie vitale qui pourrait ramener une gestion raisonnablement normale de leur cerveau et occupée à essayer de replacer un phénomène hormonal quelque part, à capter plus de fer parce qu'il en manque, à capter plus de calcium pour éviter une ostéoporose, le corps essaie de se défendre parce que la personne âgée pense qu'elle est finie et dans sa psychologie, lorsqu'elle est finie, elle finit par finir. Lorsque je rencontre une personne âgée et qu'elle me dit « Oh, moi de cœur, je suis jeune », et moi, je lui réponds, c'est drôle, parce que moi, physiquement, puis de cœur, je suis jeune, puis mentalement, je suis jeune, puis vitalement, je suis jeune. Là, ben oui, c'est sûr que tu es un jeune. Non. 50 ans, 60 ans, 70 ans, puis 100 ans, c'est pas vieux. Il y a des vieux à 25 ans, puis il y a des vieux qui ont 65 ans. Mais il y a des jeunes, j'ai des bonhommes et des bonnes femmes qui, s'ils n'ont pas psychologiquement accepté le fait qu'ils sont vieux, vieillissent pas. On est tout fou à un moment donné d'entendre parler d'un monsieur Nadeau qui a une méthode particulière de rajeunissement. Oui, non, tout le monde a fait ça longtemps, sauf que tout le monde ne l'a jamais fait en conscience de ce que c'était supposé donner. Puis là, un bonhomme un peu fou, qui n'a pas d'éducation, qui n'a pas de connaissances, donc qui peut avoir accès à un savoir instantané à un moment donné, finit par prendre conscience de certains mouvements normaux. Puis là, il essaye ça, puis là, il se guérit, puis là, ça marche, puis là, il se reprogramme, puis là, il se réénergise, puis là, il rajeunit. Et oui. Alors, la sexualité, au niveau mental, elle commence chez n'importe quelle personne lorsque la ménopause, l'andropause a été atteint. Alors, l'évolution vers l'homme nouveau, les personnes qui se disent âgées, vous êtes en plein dedans, vous êtes en train de la structurer. Manquez pas votre coup. Pensez pas que c'est fini, que c'est capote. Puis ceux qui sont jeunes, qui ont des parents, ben parlez-leur-en. La vie, elle recommence, elle renaît après cela, parce que maintenant, ils sont plus limités par toutes les motivités sexuelles qui occupent les 3/4 ou la moitié du temps de chacun des enfants en bas de la ménopause et en bas de l'andropause. Enfin, le vieux peut s'asseoir, puis il bande plus, puis il a plus de problèmes, puis là, il a la paix, puis il pense plus rien qu'à ça, puis là, il peut lire, puis là, il fume sa petite pipe, puis là, il découvre la vie, puis enfin, la bonne femme est assise, elle fait des popotes, elle fait de la tarte, les petits-enfants, elle marche. Mais là, c'est le temps de penser à évoluer. Il n'est pas trop tard, c'est le temps. Mais l'homme nouveau et la femme nouvelle vont faire ça avant. Mais c'est pas avant. Vous savez, 20 ans, 50 ans, 30 ans, 70 ans dans l'échelle cosmique de l'univers, on peut pas dire qu'il commence avant. Hein? Dans des millions d'années, tu commences 70 ans avant. Tu commences pas avant, mais ben. C'est comme de dire, tu as commencé un millième de seconde avant moi, fait que tu es plus vieux que moi. C'est similaire. Commence pas avant. Et on commence quand c'est le temps. Mais c'est le temps. Lorsque la femme commence à ne plus à être complète au niveau affectif, est-ce qu'elle se dit, là, je suis l'égal de l'homme, fait que là, m'aller coucher avec un tel, puis... Non, qu'elle le fasse, ça lui plaît, ça dérange même plus, parce que vous savez que la sexualité, là, on peut plus travailler avec comme on faisait avant pour évoluer. Fait que là, faites ce que vous voulez. Ben, trop, c'est trop, évidemment, là. Mais, c'est pas plus que ça. La femme qui commence à se sentir pleine, à se sentir mature, elle se rapproche de cette sexualité de femme nouvelle. L'homme qui commence à trouver des enfants beaux, l'homme qui commence à ne plus trouver vil le travail normal de la femme, la vaisselle, le lavage du linge, l'époussetage, ces choses-là. L'homme qui commence à être capable de passer 2, 3, 4 semaines, sa femme n'a pas le goût de faire l'amour, fait que lui, il n'y a pas de problème. Il pense pas à d'autres, il va pas voir les vues, il va pas se tenter dans la toilette, il est correct. Ça, c'est un critère de transition vers la sexualité de l'homme nouveau. Est-ce qu'il faut se pratiquer à être ça? Ben non, ça se fait normalement. J'en parle pour que ceux qui se sentent coupables de ne pas se sentir coupables parce qu'ils font pas des choses culpabilisantes se sentent libres. Pas parce qu'il y en a qui se masturbent, ils se sentent coupables. Il y en a qui se masturbent plus, ben là, ils se demandent, ils sont pas normaux. Fait que là, ils se sentent coupables de ne pas se masturber et de se sentir coupables. Tu sais, quand tu te sens coupable de faire une connerie, c'est normal, mais quand tu te sens coupable de ne pas en faire, ça crée des problèmes. Alors, ce qui fait, c'est pour ça que j'en parle. Alors, vous pratiquez pas. Mais à un moment donné, lorsque la femme rencontre son chum, son mari, son ami, son fils de 14, 15, 16 ans, qui n'a pas le goût des filles au niveau sexuel, donc il n'a pas le goût des bonnes femmes, du physique, mais il est normal parce qu'il est transitif. À un moment donné, il peut avoir le goût, il peut revenir, il peut avoir le goût, il peut revenir, il y a des rechutes. C'est normal. Puis un jour, vous allez voir un gars, 14, 15 ans, une petite fille, 14, 15, 16 ans, assis sur une chaise, à regarder dehors, à pas se toucher. Puis elle se trouvait beau. Puis à s'aimer. Ils sont pas vieux, ils sont pas fous. Ce sont des personnes qui ont une relation sexuelle devant vous, mais elle est mentale. Alors, c'est sûr que c'est une relation sexuelle. Il va venir un temps où vous allez pouvoir tenir la main de votre femme,
de votre mari, marcher dans la forêt, prendre une petite marche, vibrer, puis le contact entre les deux fait que c'est de plus en plus beau, que c'est de plus en plus merveilleux, que la vie a l'air à s'ouvrir, vous percevez plus de choses, vous vous asseyez, vous avez le temps devant vous, vous prenez plaisir, vous êtes en jouissance de la vie parce que vous êtes en relation sexuelle, vibratoire, mentale. Et c'est une relation qui, lorsqu'elle devient, faites-vous en part, c'est une relation sexuelle qui arrive à un moment donné à une apothéose supérieure à ce que l'humain a connu au niveau sexuel biologique. Alors ce n'est même pas plate, c'est extraordinaire. Mais il y a une autre chose qui peut peut-être fracasser les concepts chez l'homme et chez la femme ancienne, c'est que cette relation sexuelle-là, elle sera même possible, d'ailleurs la femme l'a fait souvent. Excusez, pardon, mais la femme et l'homme ancien l'ont fait souvent, mais ils ne l'ont jamais su. Parce que s'il l'aurait su, il aurait essayé de le faire et il fallait qu'il le fasse. Cette relation sexuelle mentale se fait aussi avec des enfants. Alors, ce qui fait qu'on joue avec un enfant, on marche avec un enfant, et à un moment donné, on en arrive à cette même contemplation de la vie et l'enfant aussi. Alors, c'est un phénomène qui est extrêmement, mais hautement évolutif, et qui devra de plus en plus être compris, parce que sinon l'humain va de plus en plus se culpabiliser pour rien. Regardez, lorsqu'on voit une femme qui regarde des enfants dans un parc, on dit, tu sais, c'est peut-être qu'elle aimerait avoir un enfant. Hein, lorsqu'on voit un homme qui regarde des enfants dans un parc, on dit, gueule, maudit cochon, je suis sûr que c'est un dangereux. C'est vrai. Lorsqu'on voit un homme approcher d'un enfant, ou lorsque un homme change les couches d'un enfant, de quelqu'un d'autre ou quelque chose, on est sûr qu'il check tout. Et pas la femme. Puis la femme, elle va jouer avec quelqu'un de petit gars, puis c'est normal. Mais si le bonhomme, il joue avec ça, l'un instant, c'est plus normal. Le gars, il a des problèmes. Mais de plus en plus, il y aura des hommes nouveaux qui auront ce genre de problème, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'aimer les enfants comme une femme. La femme, elle peut même jouer avec le sexe d'un enfant parce qu'elle joue le petit bébé iri, tout ça, puis c'est pas sexuel, dans le sens biologique, hormonal ou organique du terme. Il y a une relation d'affection. C'est de l'amour intelligent. C'est sexuel, mais au niveau mental. C'est merveilleux pour l'enfant, c'est merveilleux pour la femme, et ça sera merveilleux pour le mâle. La sexualité de l'homme nouveau, elle se fait au niveau vibratoire mental. Il y aura toujours évidemment la sexualité reproductrice, ou encore passe-temps dans l'homme transitif et la femme transitive. Mais il faut comprendre qu'on ne doit pas se culpabiliser. Il faut accepter de plus en plus, il faut checker encore des fous, mais il faut accepter de plus en plus qu'un mâle prenne un enfant par la main et se promène avec, puis il pense pas au sexe. Mais il jouit. Mais pas une jouissance, là, organique, là, dehors dans la rue, là, c'est pas ça. Il est bien, il est merveilleusement bien, l'enfant est merveilleusement bien, il y a une union entre les deux, et l'amour, c'est une union. L'amour, c'est pas un phénomène acheter qu'à flac, tu rentres, tu sors, tu rentres, tu sors. Hein, l'amour, c'est pas une affaire qui marche plus, qui marche plus. L'amour, c'est une union qui est totale. Alors, la sexualité de l'homme nouveau, donc du mâle et de la femme nouvelle, tient compte aussi de la sexualité chez l'enfant nouveau. Ça comprend cette sexualité. Alors, le bonhomme tient la main de l'enfant, la bonne femme tient la main de l'enfant, les trois se promènent, les trois n'ont rien, les trois sont libres, les trois n'ont plus de problème, les trois, à un moment donné, sont vivants, les trois sont en extase de la vie, ils sont fusionnés ensemble par cet amour, donc par cette relation sexuelle, mentale, énergétique. Ils sont impeccablement bien, et puis ils se posent pas de questions. Ça, c'est normal. C'est ça, la sexualité de l'homme nouveau. Ça en vient à grands pas. La femme perd-elle autant d'énergie vitale que l'homme lorsqu'elle atteint l'orgasme? Non. Non. Elle n'en gagne presque pas. Par contre, elle fait circuler sa propre énergie. Elle en donne un peu à l'homme, mais elle n'en perd pas énormément. Elle va en perdre surtout lors de la gestation de l'enfant, ce qui est tout à fait normal. Je pense que chaque femme qui se respecte est capable, à un moment donné, d'accepter de donner une partie de sa propre vie pour constituer un enfant. Pas nécessairement tout de suite, mais au courant de sa vie. La vie est longue, hein? 100 années, c'est long. Dans 100 années, donner 10 ans, 15, 20 ans de sa vie, c'est pas trop pire. L'homme, des fois, fait pire que ça. Surtout dans la gestation qu'elle va perdre de l'énergie vitale, pas au niveau de la relation sexuelle. Elle peut s'en permettre du moment qu'elle a un processus de contraception. Mais c'est pas ça qu'elle recherche, c'est qu'elle peut s'en permettre tant qu'elle veut. Pourquoi parlez-vous de relations sexuelles lorsque c'est une relation mentale? Je pense qu'il y a plus de sexe seulement... il n'y a plus
de sexe, mais seulement une relation d'esprit à esprit. Bon, c'est une relation qui effectivement est au niveau mental, qui ne regarde pas les caractères sexuels primaires de l'animal humain. Alors, si j'emploie le terme sexuel, c'est pour bien faire comprendre parce qu'il faut bien comprendre, premièrement, que l'extase n'est pas reliée à la sexualité, l'extase sexuelle. Il est relié au déplacement d'une énergie, l'énergie vitale, qui, elle, va être déplacée par la relation sexuelle. Alors, ce qui fait que si on parle comme la personne ici l'écrit, il faudra donc dire aussi que dans une relation sexuelle, il n'y a jamais d'extase sexuelle, il n'y a toujours qu'une extase vibratoire, une extase énergétique. Il n'y a pas d'extase biologique. L'extase biologique, il est très limité au caractère prédominant avant et pendant la relation sexuelle chez l'homme et chez la femme, des caractères tout à fait biologiques qui sont photographiables, n'est-ce pas? Mais c'est tout. Alors, si on parle d'extase psychologique, d'extase comme l'humain le vit, il le vit lors d'un déplacement d'énergie. Plus il y aura d'énergie vitale déplacée chez lui, plus il pourra atteindre une extase, donc un sommet vibratoire. Alors, je parle de sexualité mentale, premièrement pour briser un peu les formes, parce qu'il y en a beaucoup pour qui la sexualité, c'est déjà yark. Alors, une sexualité mentale avec un enfant, imaginez-vous de quelle façon on arrive à être cochon en vieillissant ou en devenant homme nouveau. Parce qu'il y a déjà un tabou sur le terme sexualité. Alors, étant donné que l'être normal, dans le langage courant, la sexualité, ce n'est pas juste l'acte physique, mais c'est aussi l'extase et tous les mécanismes de transposition énergétique. Alors, je poursuis, mais jusqu'au niveau mental, je parle de sexualité. C'est une fusion énergétique entre le plan mental, si vous voulez dire l'esprit, disons que je peux toujours tolérer, c'est une fusion énergétique, comme elle peut avoir lieu au niveau du plan physique, sauf qu'elle se fait comme dans la sexualité conventionnelle, en excluant la nécessité de se rejoindre physiquement et vitalement. C'est la différence. Alors effectivement, on peut appeler ça autre chose que de la sexualité, mais c'est le même principe que la sexualité et ça l'amène au même genre d'extase avec un peu plus au niveau de la vibration. Ce n'est pas destructeur, ce n'est pas négatif, c'est hautement évolutif. Et ça nous met, lorsqu'on arrive à ce genre d'extase, non seulement en relation avec les personnes avec lesquelles on vibre, mais aussi avec la vie. Alors, je suis d'accord. Donc, à ce que la personne dit. Que vient faire l'homosexualité là-dedans? Alors, il y a plusieurs questions là. Merveilleux. On voudrait savoir quelle est la place de l'homosexualité dans ce genre de sujet. Bon. Dans la salle ici, il y a combien d'homosexuels? Je ne parle pas seulement d'homosexuels masculins, je parle d'homosexuels, donc, ou encore de bisexuels, n'est-ce pas, qui sont capables de fonctionner avec les deux. Il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup qui se le refusent. Mais il y en a beaucoup. Il y en a peut-être quelques rares qui se l'acceptent, qui se le permettent. Et il y en a quelques-uns qui ne se le permettent pas, mais qui en souffrent parce qu'ils sont obligés de se le permettre. Donc, ils subissent. Mais il y en a peut-être beaucoup plus que l'on pense, mais qui ne se le permettent pas. L'homosexualité, elle a toujours existé chez l'humain. Chez les Indiens d'Amérique, elle était acceptée. L'homosexuel ou la tapette, c'est pas tout à fait pareil, là, mais ou la tapette, on la laissait libre dans la tribu, puis ça dérangeait pas grand monde. On riait un peu de lui ou d'elle, ou des deux, ça dépend. L'homosexualité, c'est lorsque l'être humain, prenons l'exemple d'un homme pour l'instant, c'est la même chose au niveau de la femme. Prenons l'exemple de l'homme. Bon. Lorsqu'au niveau vital, le mâle arrive presque à s'assumer, et qu'au niveau de sa psychologie, qui est normalement donneuse, cette énergie psychologique, maintenant, va nourrir le plan vital, ce qui automatiquement emplit le corps vital de l'homme, du mâle, ce qui, maintenant, le limite dans sa recherche de sexualité féminine. Par contre, vu qu'il aura un manque d'énergie au niveau de sa psychologie parce qu'il aura été dynamisé son plan vital, il aura donc cette affinité à l'affection comme la femme l'a. Il a un corps physique d'honneur. Il a un corps vital d'honneur.
il a un corps astral ou psychologique réceptif et il a un corps mental réceptif. Alors il devient, dans un corps d'homme, une femme. Pourquoi il va accepter de vivre avec les hommes? Pourquoi il va rechercher l'homme, même s'il recherche l'affection? Et il devrait normalement retrouver plus d'affection chez la femme que chez l'homme. C'est pour la simple raison que l'image qu'il se projette de lui-même dans sa conscience est une image de femelle. Alors, il va donc vouloir se vêtir comme des femmes de prime abord. Maintenant, il y a une transposition de l'homosexualité où il y a de moins en moins d'homosexuels qui vont se vêtir comme des femmes, mais ils vont maintenant s'ajuster et rester vêtus comme des hommes, mais avec une touche non pas féminine, mais une touche d'esthétique qui ressemble à l'esthétique féminine. Alors, ces homosexuels disons, du passé et s'habillaient comme les femmes, se visualisaient réellement comme une femme et donc recherchaient comme la femme l'amour protecteur de l'homme. Ceux qui n'ont pas réussi à ajuster leur phénomène vibratoire psychologique et mental par rapport au phénomène vibratoire vital et physique ont dû passer par la transposition sexuelle, c'est-à-dire que d'hommes, ils subiront une opération et un traitement hormonal pour avoir un corps physique, en fin de compte, récepteur, mais qui ne peut quand même pas donner la vie. Donc, de l'homme, il devient femelle, et là, il devient centré dans sa propre énergie, il peut fonctionner. Il est anormal, en ce sens qu'il n'est pas comme tout le monde, mais c'est tout à fait naturel. Lorsqu'il arrive à se centrer chez lui-même, il va donc commencer à s'habiller d'une façon masculine, mais d'une façon masculine différente. Et automatiquement, il aura, et c'est là qu'on reconnaît l'homosexuel souvent, c'est qu'il a un peu une démarche qu'on appelle tapette, efféminée. C'est drôle que la femme ne soit pas efféminée, et que l'homme qui plagie la femme soit efféminé. Alors, ce qui arrive, c'est que la psychologie chez l'humain, et comme la psychologie de cet homme se transpose en psychologie féminine, c'est-à-dire qu'il manque, il a donc besoin d'affection, et qu'il garde le corps de l'homme, la psychologie, elle a ceci d'intéressant, c'est qu'elle transpose toujours son expression dans la démarche et dans la physiologie de l'humain. Cela veut dire que par vos lignes de main, je peux savoir quel genre de psychologie habite le corps. Cela veut dire que par votre visage, je peux savoir quel genre de psychologie habite le corps. Cela veut dire que par votre maintien, par votre goût de l'esthétique, par votre démarche, par votre façon de vous asseoir, par etc., on peut connaître la psychologie qui habite le corps. Alors, lorsque l'homme devient en affinité psychologique, en résonance psychologique avec la psychologie de la femelle, automatiquement, il aura des attraits dans son expression qui expriment cette psychologie. Alors, il marchera peut-être un peu plus comme une femme, et c'est normal. Alors, il prendra les choses différemment. Il sera plus sensible, il sera plus sujet à souffrir, l'amour psychologique. Il deviendra ce qu'on appelle, d'une façon tout à fait imbécile, une tapette. Alors, l'homosexuel prend donc des caractères distinctifs de l'expression dans son corps physique de la psychologie femelle parce qu'il a une psychologie femelle, même s'il a un corps physique mâle. Chez la femme, c'est le même processus qui va se passer. La femme qui, à un moment donné, se soulage elle-même psychologiquement, peut manquer d'énergie vitale, ou encore la femme, elle va être plus enclin à avoir les deux sexes, au niveau, bon, on n'a pas les deux sexes, mais de vivre une relation bisexuée, pour la simple raison que deux femmes qui n'ont pas suffisamment d'énergie psychologique, qui recherchent de l'affection, vont à un moment donné découvrir qu'ils sont capables de se combler elles-mêmes. Alors, ils n'ont pas nécessairement besoin de l'attrait sexuel, ils vont peut-être se le donner pour suppléer, c'est-à-dire pour complémentariser l'affection virile masculine dans une relation entre deux femmes. Alors, ils auront possiblement une masturbation au niveau gynécologique, au niveau physique aussi, pour complémentariser l'homme qui n'est pas là, et la femme va donner l'affection que l'homme devrait donner. En même temps, ils peuvent aussi jouer avec leur biologie pour réellement vibrer le mécanisme hétérosexuel dans une relation homosexuelle.
Alors il y a donc évidemment il y a quelques écarts encore, quelques cas d'exception, mais sachez que c'est tout à fait normal, c'est très accepté par le bon Dieu, il n'y a aucun problème, hein, bon. Sauf qu'évidemment, ça ne donne pas nécessairement des enfants très forts, mais ça, c'est pas grave. Il y a beaucoup d'hétérosexuels aujourd'hui qui en veulent plus d'enfants, alors on peut quand même pas aller blâmer l'homosexuel de ne pas procréer, tandis qu'il y a plein d'hétérosexuels qui refusent la procréation, ou quand il y en a qui se font avorter. Alors non, c'est normal, c'est naturel. Ça fait partie de la phase transitive. Comme il y a toujours eu des hommes anciens dans le passé, il y a toujours eu des homosexuels dans le passé aussi, des mécanismes plus avancés que l'humanité, donc anormal par rapport à la normalité, qui vivaient comme ils pouvaient cette transposition énergétique. L'être nouveau ne sera plus homosexuel, donc la femme ni l'homme. L'homosexualité va tendre à disparaître au niveau des sociétés nouvelles, pas parce que ce sera interdit, parce que ça ne sera plus nécessaire au niveau évolutif de l'humain. L'amour mental entre homosexuels sera donc aussi le même amour mental que chez les hétérosexuels? Oui, exactement. Même chose, même chose. L'homme ne pourra pas dire je n'aime pas un tel ou un tel ou un tel ou un tel. Il va venir à un moment donné où il sera en communion mentale, donc en communion télépathique, avec n'importe qui aura intérêt à entrer en résonance vibratoire. Les hommes à caractère physique féminin et les femmes à caractère physique masculin seraient donc des humains en évolution proches de la 6e race? Bon, faut faire attention. Oui et non. Alors, de temps en temps, oui, effectivement, on voit un homme qui ressemble presque à une femme au niveau de sa pilosité, des caractères sexuels secondaires qui sont presque pas apparents. Une femme qui n'a pas tout à fait un corps tout à fait féminin, mais qui n'est pas masculin. Normalement, on tend biologiquement, génétiquement, biologiquement, vers cette race d'êtres nouveaux. Mais cela ne veut pas dire que dans la psychologie, que dans la conscience mentale, que dans la conscience supramentale, que dans la conscience vitale, il y a déjà cette mutation. Dans l'apparence physique, oui. Il y a d'autres phénomènes où on va voir la psychologie qui va interférer le système de développement hormonal qui peut donner aussi ce même mécanisme. Ça peut être une pathologie, ça peut être normal. Alors oui et non, et l'apparence physique n'a rien à voir avec tout ce qui habite l'être humain au-delà du corps physique, pour l'instant. Alors, il y aura une génétique biologique, il y aura des enfants qui auront une tendance de plus en plus à ne pas être aussi mâle qu'avant, mais pas femelle ou pas aussi femelle qu'avant. Ça fait partie de l'évolution génétique de la race humaine vers cette race nouvelle, mais ça ne veut pas dire que parce qu'il a le corps de ça, qu'il est tout ça. Il y en a beaucoup qui ont des corps tout pleins de poils ou des femmes qui ont même du poil, des femmes qui n'en ont pas. Il y en a qui ont des gros seins, il y en a qui ont des petits. Il y a de toutes les sortes et ça n'empêche pas l'intérieur d'être en formation vers l'homme nouveau. Le corps physique suivra à un moment donné, mais ça va lui prendre peut-être 20, 30 ou 40 ans avant de se transformer, pour la simple raison que la matière physique étant beaucoup plus rigide que la matière vitale ou psychologique ou mentale, alors le temps la régit plus densément, c'est plus long avant que ça change. Qu'arrive-t-il à l'homme ou à la femme qui ont subi l'opération, conséquence de la vasectomie chez l'homme? Bon. Quelle que soit l'opération, tout ce qui arrive, il arrive deux choses. Il arrive premièrement que l'homme va conserver son énergie vitale, donc cela veut dire que l'homme aura un potentiel plus grand à arriver vers cette conscience nouvelle. Un peu comme aussi, on a rencontré souvent des sectes comme les castrateurs de Russie, entre autres, qui maintenant se font castrer après 2 enfants, mais avant c'était obligatoire, ça réglait le problème, sauf qu'ils ont manqué leur coup parce qu'au niveau des testicules chez l'homme, c'est là que commence à se focaliser l'énergie vitale. Alors en partant, il éliminait le réservoir, ça n'a pas fait des dégâts bébés brillants non plus. Mais les ménestrels non plus, ils pouvaient créer comme la femme, il y avait les caractères féminins parce qu'il n'y avait pas ce phénomène énergétique vital de l'homme, mais c'était pas... Lorsque l'homme a subi l'opération, aujourd'hui, dans l'Antiquité, c'est autre chose. Ça revient au castrateur de Russie. Aujourd'hui, ça n'interfère plus énormément au niveau de la vasectomie, au niveau de l'hystérectomie, au niveau de différentes grandes opérations, parce qu'il y a différentes recettes, dépendant des besoins et des pathologies. La femme et l'homme qui ont eu ces opérations peuvent cumuler un peu plus d'énergie vitale, donc normalement vont pouvoir fonctionner un peu plus libéralement. Sauf qu'à un moment donné, il y a intérêt à se reproduire. C'est pas?
c'est intéressant que l'être humain poursuive sa reproduction pour qu'il y ait une humanité nouvelle, qu'il y ait encore des humains plus tard. Et surtout, il y a différents mécanismes qui permettent à l'être humain de se réincarner. Mais sachez que l'être humain se réincarne premièrement lorsqu'il procrée. Donc, il se réincarne de son vivant. Et il transmet génétiquement toute l'évolution de ses corps, ce qui fait qu'il transmet l'évolution. La personne qui est stérile, la personne qui a été vasectomisée, la personne qui n'a plus d'utérus, la personne qui s'est fait trancher de prendre des trompes de stage, etc., etc., ce n'est pas grave parce qu'il y a toujours une lignée familiale. Mais ce que je veux dire, c'est que les personnes qui voudraient se faire vasectomiser ou etc., dans le but de cumuler de l'énergie vitale tout en continuant à s'amuser, ne suivent pas le bon chemin. Ne suivent pas le bon chemin. C'est préférable de perdre encore de l'énergie vitale et de finir par l'évolution, arriver à ce que cela disparaisse tout seul pour, à un moment donné, pouvoir réenfanter un enfant qui a quand même un quota d'évolution plus avancé que ce serait s'il n'y aurait pas d'évolution au niveau des parents. Donc, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de piège, il ne se passe absolument rien. Une personne qui n'a pas d'enfant, elle doit au moins énergiser l'enfant d'un autre. Donc, si elle s'occupe d'enfants, si elle s'occupe des enfants, elle transmet déjà là son évolution par le travail qu'elle va faire en collaboration avec des enfants et surtout par l'amour mental qu'elle pourra communiquer. Donc, une personne qui a une vasectomie ou qui a une opération au niveau féminin, elle peut transmettre son évolution qu'à la condition qu'elle éduque. Donc, qu'elle arrive à un contact mental au niveau de l'amour avec des enfants. Il n'y a aucun problème au niveau de la transmission, ni de l'évolution, ni de la génétique réincarnative évolutionnelle. Alors, les personnes qui ont donc subi ces opérations ont un potentiel d'évolution légèrement plus grand que celui de ceux qui ne l'ont pas, mais ce n'est pas un mécanisme d'évolution. C'est un peu mieux, mais c'est pas grave, c'est parfait. Tu as parlé de trompe de stage, est-ce que tu voulais pas faire allusion? Trompe de Fallope, excusez. Fallope, oui. Parce que je m'écoutais parler en même temps, oui. Il y en a qui font ça n'importe où, hein. Les oreilles, j'ai déjà vu. Trompe de Fallope, évidemment, merci. Non, c'est parce que je suis très sensible, j'ai habité Saint-Eustache et tout, puis... C'est ça, puis fallait pas laisser passer ça. Non, les murs ont des oreilles, c'est vrai que... Est-ce que l'amour mental dans un couple se prolonge après la mort ou est-ce la fin des émissions? Tu as un peu répondu à cette question-là à l'instant. Bon, la semaine dernière, on avait une conférence, pourquoi allez-vous mourir? Puis il n'y a personne qui est venu. Ça vous apprendra. La première conférence du mois de juin, la conférence, c'est pourquoi vivez-vous? Alors, on va encore reparler de la mort. Oui, parce que si le monde ne veut pas venir entendre parler de la mort, quand on parle de la mort, on parle de la vie. Il faut parler de la mort. Est-ce que l'amour mental dans un couple se prolonge après la mort ou c'est la fin des émissions? Merci. Non, l'amour mental d'un couple se poursuit après la mort et dépendant de différents mécanismes de création évolutive de leur vivant, s'ils ont créé un double éthérique, s'ils ont un ajusteur de pensée, s'ils sont capables de mourir de leur corps physique sans mourir de leur corps astral, donc s'ils sont capables d'éviter le monde des morts, même si d'ailleurs ils meurent une fois morts, donc s'ils pénètrent le monde des morts, ce sont des choses sur lesquelles on va revenir de toute manière à cette conférence, pourquoi vivez-vous? Il y a différents processus qui permettent à ceux qui s'aiment mentalement de pouvoir poursuivre leur aimantation, donc leur amour, une fois la mort du corps physique, s'ils parviennent à ne pas pénétrer le monde des morts, parce que l'être humain n'est pas nécessairement obligé, c'est-à-dire que l'être humain est obligé de pénétrer le monde des morts lorsqu'il est assujetti au monde des morts, lorsqu'il n'a pas la faculté de transcender le monde des morts, c'est-à-dire lorsqu'il n'a pas la faculté, une fois qu'il a quitté son corps physique, de reconnaître l'attraction lumineuse du monde des morts pour ne pas y aller, parce que dans le monde des morts, il y a des portes, il y a ce qu'on appelle les gardiens du seuil, il y a ce qu'on appelle le périsprit du monde des morts, donc l'enveloppe du monde des morts, où lorsqu'une personne est morte, elle rencontre les personnes de sa famille qui sont mortes avant elle rencontre ses amis, ses animaux familiers, où on lui dit viens, c'est beau, elle voit un tunnel lumineux, c'est extraordinaire. Et lorsqu'une personne qui quitte son corps physique parvient à ne pas aller là, donc à ne pas pénétrer le monde des morts pour remourir une deuxième fois, où là elle sera digérée par le monde des morts,
poursuivre un processus réincarnatif pluralitaire sur lesquels on va revenir. Si la personne, une fois quittée son corps physique, est attirée par son double éthérique, par son esprit, on pourrait dire, alors elle a donc la faculté de pouvoir poursuivre cet amour mental avec la personne avec qui elle a vécu, et ils auront aussi la possibilité de pouvoir revenir relativement ensemble dans le monde des vivants à un moment donné si leur double éthérique n'est pas parfaitement constitué. Mais encore là, on déborde énormément. Donc, cette conférence, la semaine prochaine, c'est être capable de dire non. Donc, comment contrôler les mécanismes de manipulation qui nous soutirent toujours des consentements contre notre gré. Et la semaine d'après, c'est pourquoi allez-vous vivre? Pourquoi vivez-vous? Alors, je pense qu'on va répondre beaucoup plus amplement à cette question. Je vais te lire 6 questions de suite. Je suis en train de vivre quelque chose de similaire par rapport au couple et je trouve que ça m'aide beaucoup. Allez-vous faire d'autres conférences sur le couple, les problèmes rencontrés par le couple? Bon, je t'arrête juste là. Oui, effectivement, il y aura d'autres conférences faites sur ces mécanismes de l'amour, parce que ce soir, c'était, disons qu'on brassait un petit peu, on commençait, mais comment atteindre l'amour intelligent, j'ai fait une conférence sur les mécanismes de l'amour intelligent qui était déjà une base, on peut dire, à la conférence de ce soir. Il y aura d'autres conférences pour permettre d'intégrer les enfants immédiatement au niveau de cet amour mental et pour permettre aussi d'arriver à la vibrer, à la raisonner et commencer, même si on reste sexuel, même si on reste un être transitif ou un être ancien, à pouvoir vivre de cet amour mental. Et je vous assure que lorsque c'est expérimenté, oui, ça vaut énormément l'essai. On va y revenir, ça va de soi. Félicitations, des explications extra sur la sexualité, ça clarifie beaucoup mes idées sur le couple et la sexualité. Y aura-t-il d'autres conférences dans ce style? Tout à fait extra votre conférence. Avez-vous d'autres activités que les conférences, causeries, cours, hein? C'est la première fois que je viens, je suis dépassé par le bagage donné, mais je trouve la conférence extraordinaire, merci, ça m'aide. Excellente conférence, d'où vient cette nouvelle connaissance? Peux-tu nous parler un peu de ta formation et de ta profession? Non, si j'en parle, je vais tout sacrer votre camp. Qu'est-ce qui est important? La provenance d'une connaissance ou la provenance d'un savoir ou ce que l'humain en fait. Alors, on travaille au niveau de ce qui est fonctionnel. Donc, ce n'est pas important de savoir d'où ça vient ou quoi que ce soit. Il y a des cours que je donne, il y a des cours que j'ai institués que d'autres donnent aussi, puis ça, vous vous renseignez au centre. Je pense que c'est un sujet qui intéresse particulièrement le monde. Je pense que tu as trouvé une veine, un filon qui serait intéressant d'explorer. Ça dépend simplement des personnes, mais c'est bien évident de toute façon que je vais revenir sur la sexualité, mais là, on va appeler ça d'une autre façon, sur cet amour mental ou sur cette relation énergétique au niveau mental qui englobe aussi les enfants, qui englobe la famille. Pourquoi n'arriverions-nous pas à un moment donné à avoir une famille, parce que la famille, elle se défait présentement et c'est tout à fait normal, c'est intelligemment prévu, mais ça va se reconstruire d'ici quelques dizaines d'années et ça peut déjà être reconstruit dans certains couples, dans certaines cellules familiales parce que au niveau de la révolution, ils sont quelque peu en avance sur peut-être la normalité, c'est-à-dire qu'ils n'attendent pas que tout le monde le fasse pour le faire, ils le font parce que c'est le temps. Et on va donc revenir sur la sexualité familiale, sur les mécanismes qui permettent justement de créer un lien, une famille qui n'est pas familiale par le lien sanguin, qui n'est pas familiale par le lien psychologique, le fait que tu es mon père, le fait que je suis ton fils, le fait que tu es ma mère, le fait que je suis ta fille, mais qui sera énergétiquement relié, ce qui fait que moi j'ai 12 ans et mon père c'est mon chum. C'est pas mon maître, c'est pas mon professeur, c'est quelqu'un qui sait des choses que je sais pas, c'est quelqu'un qui a des potentiels que j'ai pas mais que je vais avoir. Mais il y a une affinité vibratoire qui fait que c'est impeccable, que c'est merveilleux. Et même chose pour la fille, même chose pour la mère, même chose pour tout le monde, pour le couple. Alors, à un moment donné, les parents, ceux qu'on relègue à un moment donné dans le fin fond, on ne sait pas trop où, sont inclus.
Alors, même si une personne âgée est dans un hôpital ou dans un centre d'accueil parce que c'est préférable pour elle et elle le sait, parce que des fois c'est préférable pour les autres puis la parent elle le sait pas, mais disons qu'elle décide d'aller là, elle va aussi avoir une affinité mentale, un amour télépathique avec le reste de la famille, même s'il n'y a pas de visite. Loin des yeux, loin du cœur, ça va être loin des yeux, ça change rien. Parce que c'est pas un amour mémoriel qui fait que si tu restimules toujours la forme que j'ai de toi, ben je t'aime toujours, mais si t'es plus là pendant 10 ans, je finis par t'oublier. C'est un amour qui va être énergétique, mental. Alors on va revenir parce que c'est la constitution même des sociétés nouvelles, des familles nouvelles, de l'éducation au niveau infantile, de la procréation. Alors, ça regarde tous les mécanismes d'une gestion de naissance d'une société nouvelle qui commence déjà dans certaines cellules familiales, qui commence déjà dans certains individus qui n'ont pas de personne à aimer, mais qui sont capables déjà d'aimer un arbre, déjà d'aimer marcher, mais parce qu'ils aiment le mouvement, l'énergie qui circule, déjà d'aimer, de contempler, mais animativement, sans émotion. Alors on va revenir, ça va de soi, parce que c'est un des caractères fondamentaux qui touche déjà l'être ancien vers la transition de l'homme nouveau et qui donc se doit d'être expliqué suffisamment pour que l'être ancien ne se culpabilise pas et ne se limite pas dans son expansion vers cette libération au niveau de l'affection, de l'énergie vitale, vers cet amour intelligent. Pourquoi les artistes sont-ils souvent ou très chastes ou très sexuels? Parce que dans les deux cas, premièrement, il y a certains artistes, il y a l'imagination, il y a la créativité, il y a différents mécanismes qui régissent les artistes. Les artistes qui sont chastes, ce sont des artistes qui ont tout pris leur phénomène de recherche vitale pour le dynamiser vers la recherche de l'expression. Donc, ils se servent de l'énergie créatrice, l'énergie sexuelle, pour créer dans l'expression des tableaux, des peintures, des sculptures, des livres, des œuvres d'art, des choses incompréhensibles, des chansons, des musiques. Alors, toute l'énergie créatrice sexuelle est maintenant transmuée en énergie créatrice intentionnelle, donc au niveau de la volonté d'expression, ce qui fait qu'ils servent de canal à des entités mémorielles qui, par l'intermédiaire de ces personnes, peuvent maintenant s'exprimer, donc se donner l'impression qu'ils vivent. Ils sont donc chastes, pas purs, mais chastes, parce qu'ils arrivent, ils ont besoin de cette énergie qui est maintenant transmuée en création, alors ils n'ont plus de caractère attractif sexuel. On a d'autres genres de créateurs qui, eux, sont connectés différemment. Eux sont connectés à une énergie intentionnelle qui ne vient pas des mémoires expérientielles de la planète, donc ils sont relativement connectés à une énergie colorée de l'énergie supramentale, donc d'une énergie reliée à l'intelligence spontanée. Lorsqu'ils sont colorés à cette énergie, à cet esprit saint et à cette intelligence spontanée, qui est d'ailleurs l'un des apanages de l'homme nouveau, lorsqu'ils sont reliés à cette énergie, ils augmentent en vibration et ils doivent baisser leur vibration parce que ce n'est pas un processus évolutif, c'est un processus de communication. Il n'est pas évolutif, il est communicatif, donc il est exprimatif. Alors, lorsque ce genre d'artiste entre en contact avec cette énergie, ils montent en vibration, alors ils vont devoir se droguer pour baisser leur vibration. Alors, ils colorent encore plus le contact, ce qui leur fait faire des folies. Ils vont devoir boire beaucoup de café, fumer énormément et avoir beaucoup de relations sexuelles pour baisser leur taux vibratoire, pour redevenir humains. Ils peuvent boire, ils peuvent devenir alcooliques, ils peuvent faire plusieurs choses pour baisser leur taux vibratoire de façon parce qu'ils ne peuvent pas assumer le contact avec cette énergie, donc de façon à cesser ce contact. Alors, ils sont créatifs, mais pour pouvoir l'exprimer sans être détruits, ils doivent se grounder, ils doivent se mettre à terre, ils doivent se terrestrifier, ils doivent se densifier. Alors, ils auront donc énormément de relations sexuelles, ils prendront de la drogue, ils boiront énormément, ils fumeront beaucoup, ils prendront beaucoup de café, ils prendront des choses pour pouvoir se rabaisser, pour refuser l'ascension qu'ils ne peuvent supporter. Alors, c'est donc deux phénomènes de création au niveau des artistes. C'est pourquoi certains sont chastes, d'autres sont donc très proliférateurs. Oui. Une femme qui a eu un enfant peut-elle retrouver l'énergie qu'elle a perdue pendant les 9 mois? La première façon pour une femme de retrouver cette énergie, ça sera la relation sexuelle mentale avec l'enfant.
C'est-à-dire que la femme, elle est capable, si elle n'aime pas l'enfant trop psychologiquement, donc si elle l'encarcanise pas dans un schéma où l'enfant est limité parce que la mère l'aime trop, si elle est capable juste d'observer l'enfant. Vous observez l'enfant agir et vous arrivez à une forme de plénitude qui est impeccable, vous récupérez de l'énergie. D'ailleurs, c'est ce que j'expliquais à une personne qui fait le PMC, qui est professeur. Elle me disait qu'à un moment donné, elle était épuisée par sa classe. C'est tous des enfants de première année, deuxième année, mais c'est des enfants nouveaux pour la majorité. Alors évidemment, ils sont très dynamiques à têter l'énergie des autres. Et elle est épuisée. Alors moi, je lui ai dit, oui, mais tu dois aussi entêter aux enfants. Ça les dérangera pas eux, parce qu'ils en ont plus qu'ils en faut, parce qu'ils sont en croissance, mais toi, ça va te permettre de pouvoir résister. Alors, elle doit donc arriver à un amour mental avec les enfants. La mère qui fait cela, elle parvient aux mêmes choses. Évidemment, le père qui fait cela aussi parvient à restaurer totalement son énergie vitale, ce qui maintenant, pour le père, va bloquer la recherche sexuelle, vu que maintenant il est capable de la restaurer autrement, par une énergie mentale, par un amour mental. Et pour la mère, qui ne recherche pas nécessairement l'énergie sexuelle, elle sera dynamisée maintenant par le haut. D'ailleurs, l'homme nouveau évolue maintenant de haut en bas, tandis que dans l'Antiquité, il évoluait de bas en haut. C'est pour ça que toutes les techniques tendent à faire en sorte que l'énergie monte le long de la colonne vertébrale, tandis qu'aujourd'hui, ça descend, ça monte plus. Alors donc, il y aura une facilité infantile à la mère de pouvoir récupérer l'énergie qu'elle a mise en service pour la gestation de son enfant. Il y aura une facilité facile. Comment l'amour physique est-il possible un coup qu'on a eu assez de sexe et qu'on a envie de faire l'amour? Pour la simple raison que dans l'irritation nerveuse, dans l'irritation physique du sexe, ça finit par laisser une trace dans la mémoire qui vient interdire au bonhomme, mais il doit manger lentement pour laisser le temps à sa conscience biologique de détecter que l'estomac est plein, qu'il n'y a plus faim. C'est pour ça qu'il faut qu'il mange lentement. Alors, c'est le même phénomène. Lorsque l'énergie vitale, lorsque psychologiquement l'homme ou la femme, disons l'homme au niveau vital, ne détecte pas son plein vital, mais qu'il y a une irritation, le réservoir vital est plein, on ne peut plus en ramasser plus, le corps physique il commence à être usé, à se tanner, donc il y a une irritation mémorielle qui fait qu'il n'y a plus le goût de faire l'amour, mais il y a encore le goût de faire l'amour. Il n'y a plus le goût du sexe physique, mais il peut avoir encore le goût de faire l'amour parce qu'il a fait énormément de sexe physique. Même chose pour la femme, dans un ordre de polarité inverse. La personne qui pose la question en voulant dire « j'ai fait l'amour pendant 20 ans, fait 10 ans, je le fais plus, j'ai encore le goût d'avoir des relations sexuelles, mais j'ai pas le goût de faire la relation sexuelle », c'est une personne qui est régie maintenant par l'attraction mémorielle de ses 20 années d'expérience de relations sexuelles. C'est une personne qui commence maintenant à ne plus vouloir rechercher l'énergie vitale dans la relation sexuelle, l'énergie affective dans la relation sexuelle, et qui a l'impression qu'elle en a besoin, et c'est sans doute vrai, mais qui maintenant a une impression inconsciente qu'elle peut la retrouver différemment que par l'acte sexuel. Donc, il y a quelque chose chez elle qui l'empêche de faire ça, mais il y a encore le besoin. Donc, d'ici peu, elle aura sans doute une plénitude à ce niveau, sans passer par l'acte sexuel, parce qu'elle est sans doute en transition vers la découverte d'un autre mécanisme. Que pensez-vous d'une femme qui, depuis 21 ans, ne fait plus l'acte sexuel par choix et par goût? Ben, si elle a 21 ans, ben évidemment, il y a toute l'enfance que ça ne la regarde pas. Hein? Ça, c'est pas... Si elle est plus âgée, qu'est-ce que je pense de ça? Que pensez-vous d'une femme qui, depuis 21 ans, ne fait plus l'acte sexuel par choix et par goût? Ben, premièrement, ça la regarde, hein? Ça me regarde pas. J'ai pas dit ce que je pense de ça. Au niveau mécanique, au niveau du principe, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que cette femme, si c'est par goût, c'est qu'elle a une plénitude affective, sans doute. Sans doute. Et par choix, c'est qu'elle a été capable de régir, donc de gérer elle-même sa plénitude affective. C'est donc une femme qui, au niveau du principe, est en tendance vers l'ajustement vers la femme nouvelle au niveau sexuel. Sachez une chose, c'est que quand, mettons, je dis, toi ou toi ou toi, tu es sexuellement un être nouveau, mais tu peux être
au niveau des peurs psychologiques, un être ancien. Tu peux être au niveau de l'affection, un être ancien. Au niveau de la recherche d'opinion, un être ancien. Au niveau, etc. Hein, il y a plusieurs facettes. Bon. Un adulte, c'est pas quelqu'un qui est capable de casser une vitre. Un adulte, c'est quelqu'un qui est capable de faire ça. Alors, un enfant ne devient pas adulte la journée qu'il pousse du poil. C'est la même chose pour l'être nouveau. Alors, cette femme, elle est sans doute donc dans une transition vers la sexualité de la femme nouvelle parce qu'elle se complémentarise. Est-ce à conseiller une union durable sans amour passionné, mais avec plusieurs buts en commun? Évidemment, c'est à conseiller, non, mais c'est évidemment une chose qui va arriver et ça fait partie de la relation d'amour de l'homme nouveau. Passionnel, non, parce que la passion, c'est un phénomène émotif qui regarde l'homme ancien. Alors, est-ce quelque chose, disons, relié à l'homme nouveau, une union sans amour passionné, donc durable, mais avec plusieurs buts en commun, oui. Et lorsque, sache une chose, et ça, l'homme nouveau, donc la femme et le mâle vont toujours comprendre, que votre union doit être limitée. Ouvrez vos oreilles, là, vous allez comprendre. Chez l'homme ancien, il ne sait pas qu'une rencontre est toujours le début d'une séparation. Mortuaire ou affective ou décisionnelle, mais une rencontre est toujours le début d'une séparation. Mais l'homme nouveau, ça, il le sait. Et son union avec quelqu'un est toujours limitée, dans le temps, dans l'espace et dans n'importe quelle situation. Mon union avec François, elle est limitée. Tant qu'on aura travaillé ensemble, on va travailler ensemble. Quand on ne peut travailler ensemble, on se sépare, on chicane pas, on s'engueule pas, on se maudit pas. Il est libre, je suis libre, alors on est pleinement ce qu'on est. 10 ans, 20 ans après, on se rend compte et puis on aurait encore des choses à faire ensemble, alors on se réunit. Et notre union est limitée. Alors, à un moment donné, comment tu t'en vas? Mais je pensais que l'union n'est jamais illimitée. Un jour, beaucoup plus un jour, plus tard, il y a beaucoup de temps, l'humain pourra finir par avoir une union illimitée. Parce qu'il y aura un processus réincarnatif fusionnel. Mais consentant, c'est différent. Pour l'instant, alors c'est évident. S'il y a des buts en commun, merveilleux. Quand il n'y a plus de buts en commun et quand il n'y a plus de raison intelligente d'être ensemble, on ne chicane pas, on se dit pas ci, on se dit pas ça, c'est pas passionnel, il y a une séparation. Exactement comme deux amis qui font la mécanique ensemble sur le char, quand c'est fini, ils rentrent chacun chez eux. Ils braillent pas. Et ils sont pas toujours ensemble, correct. Quand il y aura encore un problème de mécanique, ils reviendront. Quand il y aura d'autres choses, ils se réuniront. S'il y a un couple qui sont ensemble, qui ont un enfant, c'est autre chose. Alors, j'ai plus de but que toi, je m'en vais. C'est qui ramasse le petit gars ou c'est qui ramasse la petite fille? C'est autre chose. Parce que l'enfant reste un but commun. Et c'est pas parce que psychologiquement, ça te tente plus, c'est plus un but commun. Parce que là, on parle d'une affection mentale. Et intelligemment, il n'y a jamais une seule famille qui va se séparer s'ils ont des enfants. Parce que intelligemment, c'est un but mauditement brillant que d'avoir un enfant puis de s'en occuper. Il n'y aura pas de chicane, c'est pas passionnel. Donc, il n'y a aucun problème. Que deux êtres humains restent ensemble avec des enfants, ils ne se sépareront pas. Lorsque ça regarde l'homme nouveau. Quand l'homme ou la femme ne viennent pas à l'orgasme, serait-ce un besoin d'atteindre le développement de la Kundalini? Non, la Kundalini, c'est atteint. Vous l'avez tous. C'est génétiquement transmis maintenant aux échelons nord-planétaires. C'est une technique qui a servi longtemps pour promulguer, pour promouvoir la conscience nouvelle de l'humain, pour donner un corps physique qui pourrait résister à l'énergie. Et chaque fois que cette Kundalini a monté dans un homme ou dans une femme, et que par après ils ont eu des enfants, ils ont donné, c'était génétiquement transmissible, c'était cellularisable, ils ont donné des enfants qui avaient des vaisseaux énergétiques plus ouverts. Et à la longue, ça crée des humains comme vous, qui maintenant ont déjà ce cheminement kundalinique. Alors on ne le recherche plus, on l'a. Il faut faire autre chose. Celui qui n'arrive pas à l'orgasme dans une relation sexuelle, c'est soit qu'il est trop épuisé énergétiquement. Alors ça monte, à un moment donné, on dirait qu'il se passe de quoi, puis il n'y a plus rien. Ça ne veut pas énergétiquement grimper plus haut. Il y a deux choses. Pénurie d'énergie vitale. Alors, lorsqu'il y a eu, par exemple, éjaculation chez l'homme, ben, il reste plus assez de rien. Il y a pas d'extase. Et pour la femme, ça peut être similaire.
Puis ça peut être un autre phénomène aussi, c'est le refus obstiné du mental de laisser perdre de l'énergie dans une relation sexuelle qui n'est plus enrichissante pour l'évolution du corps ou de tous les corps supérieurs au corps physique. Alors le mental, tu fais ta relation sexuelle et à un moment donné, il y a quelque chose qui te décroche. Alors c'est pas un manque de Kundalini, ça n'a rien à voir, c'est parce que maintenant, il faudra que vous procréez par la relation sexuelle, mais il n'y aura plus de jouissance, il va falloir passer à la jouissance mentale. C'est un coup de pied au derrière de l'humanité. Il y a des personnes qui ont, et ça ne regarde pas nécessairement votre éducation, votre psychologie, ça regarde beaucoup plus votre génétique. Il y a des personnes qui par la génétique, donc par leur structure corporelle, physique, arrivent à un moment donné où ils n'ont pas le choix, ils sont poussés dans le dos pour faire d'autres choses. Et c'est normal. On ne cherche pas la Kundalini, on la trouve dans des livres. Mais on ne cherche plus ça. C'est bon dans différents pays, c'est pas bon pour vous autres. Vous l'avez déjà. Vous l'avez déjà. Est-ce qu'une vie sexuelle active à l'ancienne est limitée seulement au plan physique, ou est-ce que sur d'autres plans, il existe aussi une forme mémorielle de sexualité? Autrement dit, est-ce que ça continue à créer des liens sur d'autres plans que le plan physique? La sexualité physique crée des liens au niveau du plan astral, au niveau du plan du monde des morts, au niveau du plan du monde des rêves, qui est le monde des morts, au niveau du plan mémoriel, qui est le monde des morts. Alors une personne peut avoir des relations sexuelles dans ses rêves. C'est une relation sexuelle régie par la mémorisation de phénomènes d'apprentissage. Mais ce n'est pas évolutif. C'est trippant pour l'ego, c'est trippant pour la psychologie, c'est enrichissant pour la psychologie, mais ce n'est pas évolutif. La relation sexuelle au niveau du plan astral, donc du monde du rêve, ou encore du monde des morts, c'est le même phénomène. Si c'est au plan physique, c'est automatiquement au plan vital et c'est automatiquement au plan psychologique parce que la femme fait l'amour au niveau du plan psychologique et physique. Tandis que l'homme fait l'amour au niveau du plan vital, psychologique un peu et physique. Alors évidemment, ça laisse des traces dans tous les plans, mais ça n'intervient pas dans le plan du mental. Donc, la relation sexuelle incessante, continuelle, n'entraîne pas l'amour mental. Elle aura même la faculté de l'éliminer un petit peu, donc de la limiter. Alors, évidemment, ce n'est pas, quand on parle d'une relation fréquente, là, au niveau de la génétique d'aujourd'hui, cela voudrait dire une relation sexuelle, je parle d'une normalité, il y en a qui peuvent se permettre plus, il y en a qui doivent se permettre moins, mais en général, aujourd'hui, une relation sexuelle qui ne dérange pas trop l'évolution de l'humain, c'est à raison d'à peu près une fois par jour. Ça ne dérange pas trop. Après 20 ans, ben là, il faudra diminuer un peu. Mais ça n'interfère pas trop dans l'évolution. C'est sûr qu'une personne qui a des relations une fois par semaine, une fois par mois, une fois par 6 mois, on tombe dans la normalité, là, mais la personne est normale et naturelle, mais elle est elle-même, ben, ça permet d'avoir un peu plus d'énergie vitale pour faire d'autres choses. Ça vous permet de pouvoir guérir plus facilement. Ça vous permet de pouvoir penser plus librement. Ça vous permet de pouvoir faire un sport plus facilement. C'est connu chez les athlètes que tu n'as pas des relations sexuelles avant d'aller aux Olympiques. Hein, si tu veux sauter à la perche, ben, tu fais pas de... Ah, oui, ce que je veux dire. Parce que ça baisse les hauteurs. C'est pas... Une réponse déguisée en question. Est-ce que l'union mentale continue, permanente, de l'être nouveau sera aussi utile que l'union éphémère, vitale, psychologique de l'être ancien? Et voilà, c'est répondu. Conseilleriez-vous à l'homme de restreindre volontairement son activité sexuelle ou d'attendre d'avoir atteint un autre degré d'évolution de sorte que l'envie s'estompe d'elle-même si cet homme a comme priorité son évolution spirituelle? Pas plaisant. Oui. Premièrement, je ne conseille rien à personne. C'est suffisamment grand pour vous conseiller vous-même. Puis si vous vous conseillez mal, vous allez l'apprendre. Vous allez finir par vous conseiller bien. Il n'est pas question de plagier l'homme nouveau. Il n'est pas question de vouloir s'habiller en homme nouveau. Vous ne trouvez pas que l'humanité a suffisamment souffert la copie de d'autres? Il y en a encore des pauvres imbéciles qui se font crucifier tous les années en l'honneur du Nazaréen. Le Nazaréen n'a pas évolué dans la crucifixion, il a évolué dans toute sa vie. Et il a évolué après par la transfiguration, vous appelez, par la fusion du double éthérique avec son propre corps physique. Alors, le fait de plagier l'homme nouveau, le fait de vouloir copier n'importe quoi que je dis ou que d'autres disent ou que vous lisez ou que vous entendez ou que vous voyez, c'est de la foutaise.
Vous devez vous centrer dans votre énergie. Donc, vous devez vous centrer, je ne sais pas si c'est trop fort, dans votre propre intelligence. Cela veut dire que vous n'avez plus besoin de l'opinion d'autrui. Cela veut dire que vous prenez l'information qui vient de l'extérieur, mais vous vous en faites une opinion vous autres. Pas en gang, pas à deux, seul. Alors, automatiquement, on ne demande pas de conseil. Automatiquement, on sait ce qu'on doit faire. L'évolution de l'humain a toujours été difficile et souffrant. Pourquoi? Parce que l'évolution de l'humain a toujours été juxtaposée à l'évolution de d'autres. La conscience collective, c'est ça qu'elle amène. Et la culpabilité a été le cristal qui a solidifié cette conscience collective. Chaque fois que moi je pense à ma manière, j'ai l'impression que je dois voir si on pense comme moi. Puis si on pense pas comme moi, je dois me sentir mal. Je dois me sentir coupable, puis je dois essayer de me réajuster à la collectivité. Si je le fais pas, elle va s'arranger pour me replacer. Non, on ne doit pas copier personne, on ne doit pas copier Daniel Kem, on ne doit pas copier le Nazaréen, on ne doit pas copier personne qui existe, on doit se copier soi. Alors, vous vous asseyez à un moment donné sur une chaise, votre derrière, puis là, vous vous observez, puis vous vous demandez ce qui est bon pour vous, puis ce qui est mauvais pour vous. Puis posez-vous la question oralement, puis vous allez avoir des réponses. Des réponses qui vont même vous faire frémir, des réponses que vous allez refuser. Mais là, vous allez travailler avec vous. En plus de pratiquer le contact avec votre ajusteur de pensée, vous allez travailler avec vous. Alors, il faut que vous arriviez, il faut que l'humain cesse à un moment donné de toujours rechercher l'information, rechercher une énergie supérieure, rechercher des choses, ça peut toujours aller. Mais de rechercher une idole, c'est complètement débile. L'être humain n'arrivera pas à être lui pur en copiant un autre. Surtout si c'est même pas si l'autre est centré sur lui. Alors moi, je copie un gars parce que je pense qu'il est lui, mais lui, il n'est pas lui parce qu'il a copié un autre. Puis l'autre, il a copié un autre, puis l'autre, il me copie moi parce qu'il pense que moi, je suis correct. Fait que je me copie moi après être passé par la coloration d'un paquet d'individus. Il y a des petites filles présentement qui se coupent les cheveux comme certaines actrices, comme certaines annonceuses de télévision. Et il y a des petits gars avec qui s'amusent comme ça. On porte les mêmes chaînes, les mêmes habits, on s'habille pareil. On se met quasiment des stuffs sur la face pour ressembler à la couleur de la peau de la vedette. Tandis que lui, s'en est mis pour ressembler à la couleur du public. Ça, c'est écœurant. C'est vu aux États-Unis, ça. Quand c'est venu ici, ça rempli de femmes. C'est pas un stade. Stade, c'est encore pire. Vous devez vous centrer dans votre énergie. Ça veut dire que vous devez prendre conscience que vous avez une conscience. La dictature mentale, c'est quoi? C'est le besoin d'opinion. Et l'opinion, c'est la dictature mentale chez l'humain. On vous dicte ce que vous devez penser. Moi, je donne de l'information. Je donne pas des conseils, je donne pas rien, je donne de l'information et énormément d'énergie. Ce n'est pas une dictature, c'est un mécanisme qui est libéral. Je brasse. Et j'informe un peu. Mais demander l'opinion, demander les conseils d'un autre, c'est rechercher un maître. C'est rechercher de dictature au niveau mental, c'est rechercher de dictature au niveau de la pensée. C'est ce qui fait que l'être humain pense qu'il pense, mais il pense pas. Parce que l'être humain, il pense pas. Comment voulez-vous que je pense? Que pensez-vous du régime végétarien? Ben moi, j'ai entendu dire que ça faisait maigrir, que tu shakais, que tu venais toute laid, que c'était un pour les éliminer. Fait que le régime végétarien, c'est pas bon. Puis mon chum, mon voisin, lui, il dit régime végétarien. Moi, j'ai entendu dire que quand tu mangeais de la viande, ben, elle pourrissait des intestins, fait qu'elle sécrétait des toxines. Oui, le régime végétarien, je crois à ça, moi. Qu'est-ce qu'ils en pensent, tous les deux? Ben, ils en pensent qu'ils ont appris. Donc, ils pensent pas. Ils ont l'opinion d'un autre. Puis si un jour, on dit à quelqu'un qu'une personne arrive, puis elle se renseigne au gars qui est pour, puis au gars qui est contre, ben là, c'est pas. Ah oui, là, elle lit un article dans le journal, puis elle dit, crime, toi, qu'est-ce qu'ils disent du lait, là, on en a besoin, puis il y a 2 ans, ils disaient que c'était pas bon. Un jour, ils disent ça, un jour, ils disent d'autres choses, comment savoir? Et c'est ça, comment savoir? Vous ne pouvez pas savoir parce que vous vous référez aux opinions des autres. Mais qui sait à un moment donné qui va le savoir pour vous? Qui sait qui va pouvoir écrire un article puis dire, moi, je le sais. Le lait, c'est ceci, c'est cela, ça fait ceci, ça fait cela, croyez-moi. C'est là encore avoir accès à une opinion d'un autre. Pourquoi vous n'en prenez pas du lait? Pourquoi vous n'observez pas chez vous qu'est-ce qui se passe? Pourquoi?
Parce qu'on lit des livres, on lit des articles. L'information, prenez-en. Dans le lait, il y a du calcium, il y a ceci, il y a cela, il y a cela. Tel genre de pathologie, comme l'ostéoporose, on en parle ces derniers temps, vient du fait que les personnes âgées manquent de calcium. Parfait. Si à un moment donné, tu fais ça, ça casse, tu pourras penser que tu as de l'ostéoporose. Mais là, il faudra penser à prendre du calcium. Mais demandez pas l'opinion, demandez de l'information, OK, mais pas l'opinion des autres. Branchez-vous sur vous. Quel est le meilleur régime pour moi? Et non pas quel est le meilleur régime. Ça, c'est con. Quelle est la meilleure médecine? Pour qui? Ben, pour nous autres. Ah, pour qui? Ben, pour moi un peu, tu sais. Sauf de quoi? Je me suis cassé un doigt, va à l'hôpital. On va voir un acupuncteur. On va voir un masseur. Être centré dans sa conscience, ça veut dire être libéré des manipulations extérieures. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez avoir l'impression de penser que vous pensez, mais ça va être plus vrai. Jusqu'au jour où vous ne penserez plus, jusqu'au jour où vous allez le savoir. Alors là, vous allez vous poser la question, est-ce que le régime végétarien, c'est bon ou pas bon? Et vous allez le savoir si c'est bon ou pas bon pour vous. Pas pour un autre, pas pour un autre, pas pour un autre, pas pour le chien, pour vous. Tandis que pour l'instant, non. Que conseilleriez-vous? Moi, je conseille qu'on s'inscrive à mes cours. Ah ben là, on va dire, tu sais, hein, t'es comme tout le monde. Bon, ben, je conseille rien. Ah ben là, c'est plate dans maudit. J'ai rencontré un bonhomme qui me disait, à un moment donné, comment l'humain peut-il arriver à une fusion avec l'énergie supramentale? Donc, comment l'humain peut-il arriver à une fusion avec son propre esprit? Donc, comment l'humain peut-il arriver à une fusion avec lui-même? Alors, je lui explique un peu, puis là, il me dit, penses-tu qu'un cours comme ça peut exister? J'ai été tu malade? Si je te dis oui, tu vas me dire, tiens, et si je te dis non, tu vas dire, tu parles pour rien. Mais pose-moi pas de questions niaiseuses. Conseilleriez-vous? C'est une question qui est niaiseuse. Demandez de l'information à un médecin, demandez-y pas conseil. Allez voir un psychologue qui vous explique les principes, demandez-y pas conseil. Qu'est-ce que vous pensez que je vis? Suis-je normal? Suis-je comme tout le monde? Ouais, t'étais un fou, t'étais comme tout le monde. Mais non! Moi, là, je sais que tous les fois, je vois un chien. Le psychologue peut dire qu'il y a des processus mémoriels, soit qui viennent de l'enfance. Il peut t'expliquer un principe. Va-t'en chez vous, prends le principe qui est de l'information, puis observe dans ta tête. Faut savoir si c'est ça. Qu'est-ce que c'est, savoir? J'ai regardé dans le dictionnaire, c'était écrit savoir. Ensemble de connaissances structurées et ramassées par l'humain. C'est de la merde. Parce qu'un ensemble de connaissances structurées et ramassées par l'humain, c'est de l'expérience. C'est pas du savoir. Parce que quand je suis assis sur ma chaise et que je dis, je sais la mécanique, mon chum me dit non, tu connais la mécanique. OK, je connais la mécanique. Je connais que je vis. Non, t'as pas eu besoin de l'apprendre, ça. Tu sais que tu vis. OK, je sais que je vis. Ben, savoir, c'est pas un ensemble de connaissances. Puis là, savoir, c'est quoi? Ben, à un moment donné, quand on demande l'opinion de tout le monde, qu'est-ce qui se passe? Ben, on pense bien plus dans votre tête que vous le faites vous autres. Et alors, vous vous asseyez, vous levez debout, vous faites ce que vous voulez, puis vous devez arriver à savoir. Pour arriver à savoir, il faut avoir une confiance dans le fait que l'être humain n'a pas besoin de connaître pour pouvoir être efficace. Si moi, je me dis toujours, je peux pas apprendre la mécanique, je peux pas savoir la mécanique, il faut que je la connaisse, faut que j'étudie, je peux pas connaître les plantes, je peux pas les savoir, faut que j'apprenne toutes, ben vous n'aurez pas fini, puis l'humanité n'a pas fini d'apprendre à connaître. Mais à un moment donné, il y a toujours un câble sur la planète qui, soudainement, a une illumination, il y a un flash, il vient de savoir. Là, il l'explique, là, on la regarde de travers, puis là, on étudie, puis on se rend compte que le gars, il connaît son affaire. Il connaît pas, il sait. Albert Einstein, il était à l'école, il est arrivé devant ses profs de physique, il leur a montré une petite formule pour leur dire que ça expliquait la vitesse de la lumière, ça expliquait un paquet de phénomènes. Et puis, on lui a dit, oui, on a le pauvre cave. 7 ans après, quand on recherchait une formule particulière pour connaître des choses, il est revenu avec sa formule, puis il leur a dit, tiens, le cave, là, 7 ans, je te l'ai donné.
E est égal à MC au carré. Il n'était pas connu. Il ne pouvait pas le connaître. Ça s'enseignait pas, personne ne le savait. Il l'a su. Après, il l'a enseigné. La connaissance, ça vient de la mémorisation du savoir, d'une part, et de l'accumulation de perceptions, d'une autre part. Ça crée l'expérience, l'accumulation de connaissances. Alors je répète que vous devez vous brancher dans votre énergie pour être dans votre intelligence, pour qu'à un moment donné, vous en arriviez à savoir de par vous-même ce qui est correct pour vous. Mais non, l'humain ne veut pas. L'humain n'est pas capable d'assumer son savoir. L'humain préfère être assumé par les connaissances des autres. Qu'est-ce que c'est qu'un homme cultivé? C'est une culture d'homme. C'est ça. Alors, on prend un enfant tout à fait ordinaire, puis on le cultive. On lui met plein de connaissances dedans. Il montre comment être poli, comment pas péter en public, comment se gratter le nez sans que ça paraisse. On en fait un homme cultivé qui connaît les proses, qui connaît les poèmes, qui connaît tout ce qui doit être su. Et là, il est cultivé. C'est quoi un homme cultivé? C'est de la culture d'humain. C'est ça que c'est. Alors, l'humain qui est cultivé peut devenir centré chez lui. Et étant centré chez lui, revenant chez lui après être sorti toute sa vie, pour entrer dans la vie sociale de tout le monde, revenant chez lui, il va être capable de comprendre la culture. Il sera plus cultivé. Un homme cultivé, c'est un homme qu'on a cultivé. Il est cultivé. Alors, revenant chez lui, il n'a plus besoin de la culture parce que c'est maintenant lui qui va la faire, la culture. C'est maintenant lui qui va l'énergiser, la culture. Il ne sera pas impoli, il ne sera pas poli, il va être ajusté. Il n'a plus besoin d'apprendre la politesse, il est ajusté. Alors, automatiquement, il est en plein comme qu'il faut qu'il soit quand il faut qu'il soit. C'est un cultivé. C'est un être réel, c'est un lui. Dans votre vie, dans votre recherche, puis continuellement, vous devez en arriver à apprendre à vous brancher sur vous autres. Parce que vous en sortirez jamais. Parce que l'autre, il est branché sur un autre, il est branché sur un autre, il est branché sur un autre, tout le monde est branché sur tout le monde. Ça, on appelle ça l'évolution de masse. Ça monte lentement, parce qu'en fin de compte, ça monte par souffrance, par coupure derrière. Puis si vous vous séparez de ça parce que vous décidez que vous n'êtes pas normal, que vous êtes vous autres, mais vous n'avez plus besoin d'attendre les autres, qui sont des millions. Vous êtes libre en maudit. Alors vous montez, vous vous centrez. Au début, c'est souffrant parce qu'au début, on se dit, pour qui je me prends? Qui suis-je? C'est ça la maudite culpabilité qui force l'humain à rester médiocre. Médiocre en gang, on est puissant. Ouais. Mais puissant seul, on est mauditement plus puissant. Parce que quand t'arrives tout seul planter l'autre gang, puis ta gang te laissé tomber, t'es plus fort. Il te faut la gang. Mais quand t'es puissant seul, t'as plus besoin de personne, t'as plus besoin qu'il soit là, t'es toi. Vous lisez un livre, prenez de l'information, informez-vous. Je parle d'information mathématique, logique, de principe, de mécanique. Pas mécanique automobile, mécanique. Des choses mécaniques. On prend de l'information. Ce soir, j'ai donné de l'information. Quelle valeur elle a? Demandez pas aux autres. Demandez-vous-les à vous. Elle aura la valeur qu'elle doit avoir. Et non pas la valeur que supposément faudrait que ça l'aille. J'aime pas ça. Est-ce que cette absence de centricité chez l'humain n'est pas exploitée par les sondeurs d'opinion et les fabricants de statistiques de tout genre? Exemple, la marde, c'est bon. La preuve, 1 milliard de mouches ne peuvent se tromper. Eh oui. C'est ça. C'est en plein ça. C'est en plein ça. C'est tout à fait ça. Quand un humain tue, c'est un meurtre. Quand ils sont toute une nation à le faire, c'est une guerre. Ben, c'est permis. Ça change quoi? Rien. Quand tout le monde va se promener à la poêle des rues, correct. Tant qu'il n'y en a qu'un, et maudit que ça va pas. C'est ça, la conscience collective. Et ça, c'est un mécanisme qui a été bon, qui est de moins en moins bon, puis qui sera plus bon partout.
Alors, vous luttez pas contre, mais vous vous organisez chez vous pour être chez vous, dans votre conscience. Il est bon le film, hein? Ben oui. Ben oui, dites pas. Hey, c'est vraiment ton opinion en toute seule. Vous évoluez chez vous, vous évoluez pas les autres. Ça, c'est important parce que chez l'être transitif, qui commence à piger un peu, il comprend pas tout. Alors moi, je suis venu pour faire une conférence, puis j'ai appris ça. Moi, je l'ai saisi, puis elle devrait l'avoir saisi. Tu sais, elle reste avec moi. Fait que là, elle me dit, il va-tu gagner? Hey, c'est fini. Non. Tu restes collectif parce que tu tiens à collectiviser les autres à ta conscience. Celui qui prend plus l'opinion des autres et qui tient absolument à ce que son opinion soit prise par les autres, il reste dans le même mécanisme. Il n'est pas centré, il a besoin de la conscience des autres. Parce que si on accrédite mon opinion, je suis puissant. Ça va bien. Hey, je dois avoir raison. Tout le monde dit comme moi. C'est le même phénomène que de dire j'embarque, tout le monde le fait. Parce que celui qui veut que son opinion soit comprise, il dit je reste, tout le monde le fait. Celui qui recherche l'opinion des autres, il dit j'embarque, tout le monde le fait. Alors on laisse les autres, on se centre sur nous. Vous allez voir que l'évolution devient facile. Là, que ça devient facile. D'ailleurs, en parlant de centrer chez soi, être capable de dire non, c'est pas une publicité, c'est un principe qui est vital. Pour arriver à se brancher, puis pas incapable de dire non à tout. Non, le non, il est à d'autres choses. Êtes-vous capable de dire non à ce qui vient hanter votre pensée? Êtes-vous capable de dire non à la maladie qui tend à apparaître? Êtes-vous capable de dire non à des émotions frauduleuses qui viennent manipuler votre expression? Êtes-vous capable de dire non à des concepts qui vous hantent depuis votre enfance, à des formes d'éducation qui peuvent plus être abandonnées?